Et bonsoir le chat, vous allez bien? Il fait froid chez vous? Parce que nous, ça va, il fait pas trop froid. Alors bonsoir, 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 à qui j'ai pas dit bonsoir? Bah merci beaucoup pour le follow Vlad Canano, hein, puisque j'ai mal écrit ton nom, donc je le redis comme ça. C'est No Bites of Sec, ça ressemble à un pseudo pour regarder du code sur Twitch quand même. Qui vient d'arriver? Gauthier, bonsoir. Yandros, bonsoir. Pinage, bonsoir. Il fait au moins 8000. Ouais, c'est ça, il fait trop chaud. Ok, on est bien. Bonsoir Clément, Tech Kerner. Et bonsoir Vlad. Du coup, ce soir, on est ici avec Cédric qui a accepté de venir présenter des choses. Bonsoir Cédric, comment vas-tu? Bonsoir Colin, ça va très bien. Ça Et va? toi? Ça va. Impeccable. Eh ben écoute, without further ado, la plateforme est tienne, le live est tien. Enfin, non, il est d'abord au chat et après éventuellement à toi. Mais voilà. Ça marche. Je te laisse te présenter, faire la presse, Ouais, voilà. N'hésitez pas à me dire si le son, l'image, tout va bien, à gueuler sur Jean-Michel de la régie si ça va pas. Voilà. on fait comme ça. Parfait, bah écoute, allons-y. Merci encore une fois pour l'invitation. Je suis ravi d'être là avec vous et j'espère que vous êtes bien au frais ce soir. Effectivement, ce soir, on va parler d'amélioration continue dans le cadre du développement logiciel. Donc, je vais me présenter un petit peu après, hein, bien entendu. Donc là, juste pour resituer les thématiques de ce soir, parce que l'amélioration continue, c'est un spectre assez large. On va parler d'alignement des pratiques de dev dans les équipes IT. Donc, on va vraiment plutôt ici cibler les équipes qui sont dans des problématiques de développement logiciel, voire même DevOps, test QA également. Plus généralement sur le partage de connaissances, parce qu'aujourd'hui, en fait, on assiste à un phénomène depuis quand même plusieurs années dans des entreprises avec des échelles de plusieurs dizaines, centaines de personnes, dans lesquelles on essaye justement de travailler sur le partage, l'alignement de la connaissance, et ça, on se rend compte que c'est une problématique qui est pas évidente. Donc on parlera de ça, on parlera effectivement de communauté de pratique aussi, de pratique craft, et donc plus généralement, voilà, de tout ce qu'on ce sera plus généralement une sorte d'overview, d'état des lieux, de finalement qu'est-ce que l'entreprise met en œuvre pour travailler sur ce partage de connaissances. Et derrière, finalement, l'objectif, c'est aussi d'améliorer en continu nos process de développement, quoi. Donc ça, c'est le fruit finalement de ce que je viens vous partager. En fait, ça va être essentiellement des choses que j'ai pu vivre moi chez Promise. Donc moi, pour me présenter rapidement, donc je suis cofondateur et dirigeant de Promise. On est une startup nous basée à Bordeaux. Ça fait 5 ans qu'on existe, un petit peu plus. On développe une plateforme collaborative du même nom que j'aurai l'occasion, je pense, de vous présenter en quelques minutes à la fin de ma présentation, donc qui est une solution dédiée à la définition et au partage de bonnes pratiques dans les équipes de développeurs. Donc finalement, ça, à travers ces 5 années de Promise et même un petit peu plus avant, où en fait j'ai terminé ma thèse, si je raconte un peu ma vie, en 2014 j'ai fini ma thèse à l'université de Bordeaux, donc j'ai fait toutes mes études à Bordeaux, hein. Et à la fin de ma thèse, avec mon directeur de thèse à l'époque, je l'ai motivé pour qu'on continue les sujets sur lesquels on était en train de travailler. Et puis petit à petit, ça on a fait une start-up et puis voilà, on est encore là aujourd'hui. Donc voilà, pendant ces 5 années, on a eu l'occasion de rencontrer quand même beaucoup d'entreprises en France, que ce soit des prospects, des gens avec qui on n'a pas forcément travaillé ensuite, mais avec qui on a quand même bien échangé, comprendre un petit peu comment ils étaient structurés, que ce soit principalement des grands comptes bien sûr, mais très multisectoriels, que ce soit des petites startups. Voilà, donc on a eu pas mal de monde. Donc voilà, ce soir, je viens sans prétention, hein, sans, je viens en toute humilité, dans le sens où je viens parler d'un sujet, voilà, qui me tient à cœur, forcément, parce que c'est ce que je fais au quotidien chez Promise. Et je viens partager ça avec vous aussi pour en discuter et avoir aussi vos retours d'expérience personnelle sur ces différents sujets, quoi. Donc n'hésitez pas à poser des questions, je les transmettrai ou avoir des trolls de qualité. Oui. Pour l'instant, on sent que Gauthier est à l'échauffement puisqu'on est à peine sur Colin a cramé tout son CPF à Wall Street English.
Donc Gauthier, tu nous as habitués à bien mieux. Ouais, ce soir, on parle quand même de qualité de développement. Donc, si on peut avoir des trolls de qualité, ce serait plutôt en adéquation. Normalement, Gauthier, voilà, c'est le plus gros troll de Lyon depuis 2008. Donc D'accord. voilà, c'est quand même assez important. Lyon et alentour, donc on peut quand même compter sur lui normalement sur ça. Donc, du coup, si je donne un petit peu de contexte à tout ça, finalement, pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de cette problématique d'alignement des pratiques dans les entreprises, c'est que finalement, on a quand même un enjeu aujourd'hui pour toutes les entreprises qui sont dans l'IT, c'est de produire du code durable. Alors, durable dans le sens où finalement le code il va être bien conçu dès le début et il va être conçu de sorte à ce qu'on puisse le faire évoluer, le maintenir facilement dans le temps. Et donc finalement, ça veut dire que toutes les entreprises doivent avoir conscience que c'est important d'investir sur apprendre à faire du code propre, du code durable. Finalement, le code source aujourd'hui, ça devient un actif, quoi, vraiment un atout pour chaque entreprise. Et on le voit, c'est que finalement, les entreprises qui avancent bien niveau business, qui ont une longueur d'avance sur les autres, généralement, elles ont bien investi sur leur IT, sur les profils des personnes qu'elles ont recrutées, et elles se donnent les moyens de développer du code de qualité aussi. Et à l'inverse, voilà, imaginez bien que celles qui n'ont pas cette vision-là, elles vont avoir tendance à ramer davantage et à pas forcément toujours être performantes dans leur business. Et Même donc, si ça fait pas tout l'IT, hein, on et est donc ça d'accord. y est, les trolls deviennent un peu meilleurs. Donc, est-ce que la convention de nommage est au hashtag troll nous demande Clément Kerner. Il y a Gnuk qui nous dit le nom de la boîte est en lien avec la prog asynchrone et donc les problématiques qui vont avec. Alors, on nous le dit souvent, mais pas du tout. C'est pas. En tout cas, quand on a trouvé le nom à l'époque, il n'y avait pas forcément de lien direct. Et Gauthier qui nous dit, du coup, avec tous ces trucs sur la qualité, on aura peut-être de la matière pour avoir des orgas de qualité. Effectivement, ça nous changerait sur ce groupe. Gauthier qui est aussi orga, hein, bien sûr. D'accord. Bon, il y a des choses qui peuvent aider. Donc, ouais, finalement, alors c'est pour compléter ça, alors ça c'est peut-être quelque chose que vous avez vu passer. C'est une étude qui a été faite par Stripe il y a 3 ans maintenant, du coup, qui s'appelait The Developer Coefficient, alors qui est accessible hein, d'ailleurs. Si vous cherchez ça sur Google, vous allez trouver facilement le PDF. Hein. En fait, ce qui est assez intéressant dans cette étude, bon, au-delà qu'elle cherche un peu à faire peur dans le sens où elle met en avant que la dette technique ça coûte 3 milliards, je crois, de dollars chaque année d'entreprise. Bon, ce qui est peut-être vrai ou pas, mais bon, voilà, concrètement, on ne pourra jamais vérifier ça. C'est qu'en fait, elle met en lumière quand même que quand on est développeur ou développeuse, on passe quand même une bonne partie de notre temps, non, suivant nos projets, bien sûr, donc c'est une moyenne, mais en sondant 2000 développeurs à travers le monde, elles ont quand même, les développeurs ont le sentiment de passer quand même 42% de leur temps à comprendre le code sur lequel ils doivent travailler, le retravailler pour que ce soit un petit peu plus propre, réparer éventuellement de la dette technique, corriger du code de mauvaise qualité. À un moment donné, une fois qu'on a fini ça, on peut vraiment travailler sur ce qu'on est censé faire à la base, quoi, notre feature, notre ajout de valeur pour le logiciel. Quoi. Donc forcément, idéalement, c'est de se dire, ça représente quand même du temps, et que si on arrivait à l'échelle d'une entreprise à réduire ce temps de quelques pourcents sur une année, ça nous ferait quand même économiser un petit peu d'argent aussi. Quoi. Donc finalement, dans ce contexte, les entreprises qui vont être capables aujourd'hui, enfin hier, aujourd'hui, demain, d'être performantes dans leur business, elles vont aussi reposer sur un IT en ayant cette perception que l'IT, c'est avant tout un centre de création de valeur. C'est-à-dire c'est un lieu, finalement, où on crée de la valeur pour l'entreprise. Et à l'inverse, celles qui ont plutôt une perception de dire l'IT, ça coûte, c'est quelque chose, on doit réduire les coûts. Généralement, c'est pas bon signe parce que ça veut dire que leur organisation en interne n'est pas forcément géniale. Voilà, pour caricaturer, c'est complètement perfectible. Et comme entre guillemets, ça marche pas bien, les process voilà, sont sûrement pas idéales, le code produit est pas top. On a l'impression que ça produit pas de valeur, ce qui est peut-être le cas. Et donc du coup, on voit ça comme un centre de coût et non de valeur. Donc ce qui est important, c'est que les entreprises prennent ce virage de dire notre code, c'est un actif qu'on doit entretenir, c'est un lieu où on crée de la valeur et on doit faire en sorte qu'on perçoive cette valeur-là. Quoi. Donc ça, c'est le premier point de se dire que l'objectif de produire du code durable doit devenir aujourd'hui quasiment indispensable pour n'importe quelle entreprise qui est dans le digital.
Et donc on parle de partage de connaissances et de bonnes pratiques. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça reste encore des développeurs et développeuses qui codons, même s'il y a des outils qui sortent type Copilot. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu. Donc, on a pu le tester, c'est assez rigolo. Bon, ça va, on va quand même rester opérationnel et nécessaire en tant que développeur pendant quelques années quand même. Et malgré tout, voilà, on est des humains, on a tous des parcours différents. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, on a tous des niveaux de connaissances hétérogènes, que ce soit suivant certains frameworks, certains langages, ou que ce soit suivant certains secteurs, enfin, certains domaines. Domaine d'architecture, de performance, l'accessibilité web, la sécurité. Voilà, globalement, vous allez demain dans n'importe quelle boîte. Je pense que chaque personne a ce qu'on va appeler des niveaux d'expertise, des niveaux de connaissances qui sont assez hétérogènes, qui lui sont propres, quoi. Donc tout ça, ça crée une richesse pardon, qui est géniale pour une entreprise. Mais derrière, ça implique aussi d'autres défis. Pour que finalement la connaissance qui est présente dans l'entreprise elle puisse perdurer et qu'on puisse capitaliser dessus. Donc on a un enjeu de produire du code de qualité avec des personnes qui n'ont pas forcément eu le même parcours, la même expérience, quoi. Et donc on a un besoin de monter tous ensemble en connaissance. On a tous nos domaines de compétences et j'aime bien, on aime bien aussi parler d'incompétences. Alors c'est pas péjoratif, hein. Voilà, moi par exemple j'ai une culture plutôt back-end, Java, j'aime bien tout ce qui a trait autour de la culture DevOps, cloud, etc. Alors autant dire que les frameworks front-end et le CSS, ça m'a jamais trop d'appétence pour ça et donc clairement, ouais, c'est un domaine où je suis incompétent. Demain je rejoins un projet, je vais dire attendez mais messieurs, dames, je veux bien faire du React. Par contre, sachez que j'ai un gros domaine d'incompétence là-dessus. En soi, c'est pas grave. Par contre, voilà, faut toujours garder en tête que dans une équipe, j'aime bien cette citation, cette formule qui dit que une chaîne, si vous prenez une chaîne qui a des maillons, sa force, c'est la force du maillon le plus faible, quoi. Donc ça veut dire, si j'ai quelqu'un dans mon équipe qui a des domaines d'incompétence qui sont assez marqués, même si j'ai des personnes qui sont experts dans des domaines, etc., qui vont pouvoir rattraper le coup, se rattraper le coup, ça implique quand même de passer du temps, etc. Et donc, ça veut forcément dire que ça nous impacte. Donc, ces domaines d'incompétence, ils ont quand même des risques parce que si je maîtrise pas bien un framework, peut-être que je vais mal l'utiliser, je vais peut-être introduire de la dette technique, je vais même pire introduire des bugs. C'est quand même des choses qu'on a envie qu'on aimerait éviter, quoi, tout simplement. Et donc finalement, ce qui est important, c'est qu'on ait une stratégie pour pouvoir finalement rattraper, combler nos domaines d'incompétence dans le temps, dans la durée. Hein. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on doit faire à l'instant T, mais c'est un processus d'itération, d'amélioration continue où on essaye de progresser dans nos domaines où on a peut-être moins de compétences aujourd'hui. Parce que ça présente des risques et parce que tout simplement le partage de connaissances dans une équipe et dans une entreprise c'est important parce que les ressources qui la composent, elles sont pas éternelles. Il y a quand même pas mal de turnover dans notre secteur, donc voilà, c'est aussi important qu'on enrichisse aussi notre spectre de connaissances. Et donc finalement, il y a pas mal de pistes possibles pour ça. Donc je vais pas tout évoquer ce que j'ai eu, mais voilà, j'essaie de les rassembler un petit peu sur des tendances, des axes, en tout cas qu'on a pu voir et à travers aussi les différents contextes qu'on a pu rencontrer. Je dis nous parce que, quand on a démarré, on était que tous les trois, donc quand je dis nous, moi c'est un peu pareil. Le premier point, j'avais envie d'en parler, c'est assez marrant et je sais pas si peut-être que vous avez aussi des retours sur ça, ça m'intéresse, c'est un sujet dont j'aime beaucoup parler, donc tous les outils d'analyse de code, les linters, que j'aime beaucoup. Et en fait, pourquoi j'en parle parce que finalement, il y a quelques années, ce phénomène est en train un peu de changer, mais il perdure encore. Quand on demandait à certaines entreprises comment est-ce qu'elles géraient la qualité de leur développement et comment s'assurer de la diffusion des bonnes pratiques, elles me disaient nous c'est simple, on a un outil d'analyse de code. Celui qui revient le plus souvent, c'est SonarQube parce qu'il est open source, etc. Mais ça marche avec n'importe quel outil. En fait, cet outil, il nous dit exactement si notre code il est bon ou pas, quoi. Voilà. Donc en gros, c'était un peu perçu comme un messie, quoi. C'est-à-dire c'était l'outil qui était capable de dire si votre code il était bon ou pas, quoi. Voilà. Donc derrière, on utilisait ce genre d'outil. Il y avait des métriques aussi en complément. Et en fait,
ça a quand même quelques défauts quand on a exclusivement cette stratégie-là. Bah, tout simplement, le problème de ce que j'appelle la surresponsabilisation des linters, c'est qu'à la base, on a ces outils qui sont très utiles, hein, que j'aime beaucoup et qu'on utilise d'ailleurs chez nous, mais qui tout d'un coup se retrouvent un peu comme les garants de la qualité des développements. Et là, ça commence un petit peu à poser problème. C'est-à-dire que ces outils-là, c'est un très bon support à condition qu'on les configure bien. Parce que combien de gens ont dit ah, on a un outil mais il remonte que des faux positifs, on ne sait pas le configurer, etc. Bon, ça déjà, c'est un premier problème. Le problème qu'il y a, c'est que finalement, quand on se base uniquement sur ça, on donne trop de responsabilité à un outil qui n'est pas capable de détecter tous les problèmes du monde. Voilà, si tout ce qui concerne, tu parlais de nommage tout à l'heure, un outil aujourd'hui, on ne sait pas, enfin je connais pas un seul outil qui est capable de dire si votre classe, votre variable, elle est bien nommée, si si le nom de la méthode, elle reflète bien son intention. C'est dur, quoi. Ça voudrait dire quoi? Comprendre ce que fait la méthode pour voir si sémantiquement ce que ça fait, fonctionnellement ce que ça fait, voir si le nom ça correspond. C'est dur. Bon, ok, on sait vérifier si c'est camel case. Bon, c'est déjà bien. Voilà. Après, ce que ça contient, c'est encore autre chose. Et donc, c'est pour ça qu'on fait la revue de code, etc. Hein. On est d'accord. Il y a une. Donc, les trolls ont pris un autre niveau. Hein. Il y a déjà 3 minutes, on avait des trolls en CED pour te dire où on en est. Voilà. Bref, il y a un vrai truc qui est intéressant de Nolwenn qui fait une bonne remarque. Alors moi, je l'ai jamais vu, mais toi, tu l'as peut-être vu. Il dit corriger les erreurs sonar sans test, c'est une bonne source de régression. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu ou faut corriger le truc sonar parce que sonar il a dit? Oui, ça effectivement, c'est assez fréquent. Enfin, c'est assez fréquent. Ça m'est arrivé de voir de voir des devs qui me disaient typiquement le vendredi après-midi je fais un peu session jardinage parce que je sais pas, j'ai fini le sprint en avant, j'ai pas grand chose à faire, je passe 3 heures et je m'enquille plein de défauts sonars et j'y vais un peu comme un bourrin et je suis un peu en train de jouer, quoi. Ça veut dire que mon objectif c'est de faire baisser le nombre de défauts et certains défauts, tu as tellement de niveaux différents de complexité de bugs que tu veux pas vraiment faire de généralité. Il y en a qui sont triviaux, il y en a qui sont un petit peu plus complexes. Effectivement, quand Sonar te dit attention, tu as une complexité dans ta méthode cyclomatique de 35, donc tu te retrouves avec une fonction peut-être avec 3 boucles for et 2 while, etc. imbriquées. Si t'as pas de test derrière qui couvre, qui permet de t'assurer que t'as pas tout cassé, t'as intérêt à être serein, quoi, ou à bien être affûté de l'œil, mais tu prends des risques. Donc effectivement, faut toujours être prudent et voir certains défauts. Faut faire un peu au cas par cas, mais c'est vrai qu'il faut être prudent. Effectivement, ça peut tout à fait arriver qu'on modifie du code, l'indicateur passe au vert, on a l'impression que tout va bien, mais on peut très bien avoir engendré une régression. Ouais. Malheureusement, ouais. Classique. Pinage qui nous dit l'outil dit si le code semble mauvais, il ne dit pas si le code est bon ou pas. Qu'effectivement, c'est un indicateur, c'est bien ce que tu dis, c'est un support, c'est pour t'aider, pour pointer du doigt un truc. Mais voilà. La lutte contre la complexité cyclomatique, je pense que tu as touché pour Nolwenn, un problème qu'il connaît bien. Il y a Astala7 qui nous dit Sonar dit que la méthode n'est pas utilisée. Ah tiens, un getter utilisé par Spring. Alors ça m'intéresse par contre parce que je vois pas comment tu te retrouves dans ce cas, Astala7, puisque les seuls getters utilisés par Spring que je vois, ce seraient les getters utilisés pour faire des sérialisations Jackson, et ça c'est testé puisque c'est un test de contrat, donc je vois pas d'autres cas de getter qui seraient comme ça, mais ça m'intéresse. J'en vois pas, là, comme ça. Ou alors, pas Spring, mais un espèce de machin du type Mapstruct. Mais bon, ça, c'est un peu... ne faites pas ça chez vous. Et ça m'intéresse de savoir dans quel cas tu as ça, parce que là, je vois pas. Ça commence à troller sur Copilot, je voulais le garder pour plus tard, Copilot, parce que t'as lancé un tout petit peu. Ah, t'avais lancé un truc qu'il fallait pas. T'as lancé un truc qu'il fallait pas. Non, mais on se le garde pour la fin, Copilot. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, carrément. Ouais. Allez. Les régressions suite à correction sonar, donc Manu The Chain qui apparemment a eu le cas aussi. C'est quoi Mapstruct? Gnuc, tu me fatigues. Ok.
Bon, bah écoute, je pense qu'on a dépilé. J'ai essayé de filtrer un peu les trolls. Ouais, ça va. Donc tout ça, en fait, pourquoi j'en parle, c'est que ça génère quand même des problèmes et des situations qui sont un peu indélicates, quoi. Alors là, faut se mettre un peu dans le contexte d'une grosse DSI. Euh, voilà, donc plusieurs centaines de développeurs. Il y a eu plusieurs choses qui posaient problème. C'est que d'une part, les développeurs n'avaient pas forcément connaissance de. Je parlais tout à l'heure de la configuration des règles, etc. Alors souvent, dans une DSI, il y a deux profils de règles Sonar, hein, typiquement, et c'est les mêmes pour tous, quoi. Bon, ok, pourquoi pas. Bon, bref. Sauf que ce truc-là, en fait, beaucoup de développeurs ne savaient pas qui les avait définis. Et dans le cas là, d'un client, dans le domaine de la banque, ça c'est un détail, c'était en fait des experts indépendants. C'était une ESN qui avait mandaté, qui bossait pour cette banque et qui avait fait bosser quelques consultants experts Java quelques jours. Et ces gars-là, en fait, ils avaient défini un bundle de règles Java et puis ils étaient partis, quoi. Donc, j'aime mieux souvent dire quand même, prends pas des décisions où tu vas pas assumer les conséquences. Je trouve que c'est un bon exemple. Et donc voilà, en fait, on sait pas trop qui c'est, pourquoi ils ont fait ça, mais ils ont dit voilà, ça c'est le profil de règles Java. Et donc, du coup, au quotidien, il y a des équipes de développeurs et de développeuses qui doivent travailler avec ça et on leur a pas forcément expliqué pourquoi il fallait faire comme ça plutôt que comme ça. Donc du coup, on n'est pas en tant que développeur, je me sens pas impliqué là-dedans, je comprends pas trop comment ça fonctionne, je suis un peu sceptique, voilà. Donc là déjà c'est le premier problème, et puis l'autre problème qu'il y a parfois, c'est une sorte de mise en concurrence, quoi, parce que les indicateurs, voilà, on peut s'en servir. Parfois, malheureusement, notamment du management qui est pas très technique, les indicateurs, ça va du vert au rouge. Et donc, si je suis un manager pas technique, je vois lundi matin un indicateur rouge, ça me plaît pas trop. Et chez ce client-là, voilà, il y avait typiquement des chefs de projet lundi matin quand ils recevaient le rapport Sonar généré dans le week-end là. Il y avait des notes qui étaient pas bonnes. Clairement, ils rentraient dans le bureau et ils gueulaient un coup, quoi. Voilà, en gros, ils savent pas de quoi ils parlent et ils foutent un taquet aux équipes parce que l'indicateur est pas bon, quoi. Alors, Et donc, il y a. Ouais, personnellement, sur Sonar, j'ai une règle très très simple. C'est ouais. que c'est pour les devs. Et c'est interdit aux gens qui sont pas devs de regarder ça. Ils ont pas accès. Ils ont surtout pas des rapports automatiques. Et les devs, ils doivent pas le prendre comme argent comptant. C'est juste pour les aider. Oui, Enfin, je trouve oui, ça tout à vraiment fait. bizarre cette politique de on va noter les gens et choisir leurs augmentations en fonction de leurs notes dans Sonar, quoi. Mm. Ouais, alors, je pense que c'est après des cultures d'entreprise, peut-être, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui a amené ça, mais après, je pense que c'est aussi, là, dans le cas de ce client, en gros, le top management avait besoin de savoir, d'avoir des indicateurs sur est-ce que le code est bien chez nous, quoi. Là, Alors, j'en sais rien. Et donc, piloter la qualité, forcément, la facilité, c'est de dire, tu fais des indicateurs, tu agrèges tout ça. Dans ta DSI, tu as des directions métiers, tu viens carrément, c'est ce qu'ils faisaient de l'agrégation d'indicateurs de différentes équipes, et en gros, tu avais un classement de direction métier, quoi. Et donc, en gros, quand tu étais dernier en termes de direction métier, ça faisait un peu tâche, quoi. Donc on a, là, t'entends dire que. on a eu des demandes, nous, de mettre ça en place et Ouais, on a refusé et peut-être perdu un contrat, mais c'est pas grave. ouais. On a refusé de mettre ça en place. Gauthier nous donne une excellente solution pour ce problème-là. Il dit, moi, je bosse qu'avec des daltoniens. Donc le rouge, le vert, Ah, il n'y a pas de. pas de problème. Chez nous, on a un Hall of Shame sur la base des métriques. Bien, ça a l'air intéressant, ça. Euh... Ouais. Et puis il y a aussi pour certains une notion de suffisance, malheureusement. Donc en fait, c'est comme tu dis, c'est un support. Malheureusement, ça ne veut pas dire que si l'indicateur est vert, tout est bon. Et quand on va un petit peu trop loin dans l'utilisation de ces outils, si je me réveille le matin et que je vois tout est vert, en gros, ça veut juste dire que l'outil, lui, dans son scope, dans ses capacités techniques, il n'a pas trouvé de problème. Voilà. Est-ce que ça veut dire que pour autant, ça vaut pas le coup de regarder ce qui peut être amélioré dans le code et voilà. Voilà. Du coup, il peut y avoir ce biais-là aussi de suffisance, de se dire, en gros, mon principe d'amélioration continue du code, de refactoring, etc., d'améliorer le code, je le fais pas parce que, en gros, j'ai les indicateurs qui sont bons, quoi.
Alors, Et ça, parfois, ça a un biais aussi, quoi. attends, je croyais qu'Astella Seven déconnait en disant on a un Hall of Shame, mais comme il rajoute quand on est en haut de la liste, on en fixe 2-3 pour refiler la patate chaude à une autre équipe, j'ai l'impression que ce n'est pas pour déconner. Ouais, ça se fait, Ok. enfin, ouais, ça on l'a vu aussi, ouais, essayer d'amener une sorte d'émulation, des trucs comme ça. Mais bon, voilà, le problème, c'est que dans ce genre de structure, tu compares un projet Legacy d'il y a 10 ans avec un projet qui démarre from scratch, qui est en train de poker une nouvelle techno récente pour faire plaisir à tout le monde. Bon, enfin, voilà, du J'ai coup, peur qu'on soit aux limites de la gamification quand même. Ouais, par moment, ouais. Alors après, la gamification, ça peut être des concepts intéressants, mais bon, faut être prudent. Voilà, il faut pas faire n'importe quoi avec. Bon, dire, ouais, enfin, je pense que c'est pas forcément. Enfin, si on a des problèmes de qualité vraiment dans le code, je suis pas sûr que ça résout tous les problèmes. Donc voilà, et donc finalement, il y a malheureusement, alors c'est pas une majorité, hein, mais il y a quand même voilà, certaines entreprises qui se reposent un peu sur ces outils-là en disant, bah voilà, nous, nos bonnes pratiques, c'est dans des outils, les développeurs ont qu'à aller voir ces outils, ils connaîtront les bonnes pratiques, et voilà. Bon, voilà, ça a quand même des biais. Bon, ça y est. Notamment parce que... Ouais. Ça y est, on a atteint ce point, c'est un peu le point Godwin. Gnuc qui nous dit sinon le mieux c'est de mettre des primes pour les personnes qui ajoutent des lignes de code, corrigent du sonar et ajoutent des TU, non? Voilà, merci Gnuc. Bien sûr, il troll, hein, si vous êtes nouveau sur cette Oui. chaîne, il ne le pense pas vraiment. Non, faut pas aller jusque-là. Et le problème de ces indicateurs, alors, chaque fois qu'on parle d'indicateurs, j'aime bien parler de c'est la loi de Goodhart, ça s'appelle, c'est un économiste qui disait en fait quand une mesure ou un indicateur devient un objectif, ça cesse d'être une bonne mesure. Donc typiquement, l'exemple qui revient souvent, c'est celui de la couverture de code. Alors en soi, est-ce que c'est un bon indicateur? Ça déjà, je pense que je peux lancer un troll dessus. Mais en fait, voilà, c'est un indicateur et donc ça me permet de savoir dans mon code, suivant comment il est segmenté, si je fais du DDD, ce genre de choses, voilà, quelles sont les parties couvertes par des tests. Et si je développe en TDD par exemple et que j'ai une faible couverture de tests, c'est bizarre, il y a peut-être des trucs que j'ai ratés. Enfin bon, bref, voilà, c'est un indicateur. Et ça, bah, peut-être tu l'as vécu peut-être pas chez Hippon ou d'autres, enfin, j'en sais rien, mais c'est parfois contractualisé quand tu fais des projets en forfait en TMA, tu contractualises des niveaux d'indicateurs sonar et des taux de couverture de test. J'ai écrit un Euh, article qui expliquait pourquoi il fallait pas faire ça. Donc c'est qu'en fait, je l'ai vécu effectivement. D'accord. Donc bon, voilà, bref, ça arrive et donc derrière tu te retrouves avec des devs qui te disent, les mecs ils ont dit 80%, enfin, nous on était à 70%, donc avant de livrer on a rajouté des tests un peu pourris qui couvrent des getters, des setters, limite qui traversent la fonction main. Enfin voilà, Alors, en gros j'ai introduit de la non-qualité pour soi-disant atteindre des seuils de qualité, ce qui quand même paraît un peu alors contradictoire. qu'il suffisait de supprimer les setters. Ah, il aurait fallu faire du design. Ouais, donc, voilà, je pense que, enfin voilà, sur ces clients qui contractualisent ça, bah effectivement, je pense qu'elle ferait mieux d'avoir de la transparence peut-être sur les méthodes de développement, comment les équipes fonctionnent, c'est quoi l'état d'esprit, la culture de développement, et je sais pas, est-ce qu'on fait de temps en temps de la revue de code, c'est quoi les méthodes qui sont en place. Je trouve que c'est quand même un meilleur indicateur que juste un truc qui finalement, en plus ces indicateurs-là, tu peux complètement les biaiser, quoi. C'est-à-dire que tu les regardes tous les 3 mois ou avant une livraison. Donc typiquement aussi, le truc qui arrive souvent, c'est tu fais pas gaffe pendant 3 mois aux indicateurs sonar parce qu'après tout, tu sais que tu le maîtrises un peu et qu'à la fin, voilà, tu pourras rendre ce que tu veux comme copie. Et juste avant de livrer, on fait opération pompier, on nettoie, tac tac, comme l'émission là où c'est sale, voilà. Et puis une fois que c'est vert et qu'on a passé l'indicateur, on l'emballe, on livre et regardez, on a fait du code de qualité, tout le monde est content, quoi. Alors, si Voilà. vous voulez faire ça, pour information, hein, je vous le dis, vous en faites ce que vous voulez. Dans l'univers Java, si vous créez une annotation en scope runtime et que quelque part dans le nom de cette annotation il y a écrit generated, ça peut être n'importe quoi autour, hein, et ben c'est ignoré par Jacoco le code qui est en dessous. Donc plutôt que de vous Ouais. amuser à faire des trucs comme ça, annotez en generated le code généré. Ça augmentera le taux de coverage, mais surtout ça enlèvera du bruit en fait. Mm. Voilà. Donc voilà, ces indicateurs, bon, ouais, c'est toujours un.
ça génère beaucoup de biais et beaucoup de méfiance. Enfin, j'ai entendu beaucoup de choses négatives sur ces outils. Voilà, typiquement sur Narcube, où voilà, certaines personnes ont un peu craché dessus, mais je pense qu'en fait, c'est pas l'outil, c'est l'utilisation un peu, voilà, un peu bizarre qui en est faite. Mais après, il y a aussi peut-être des torts côté outil, dans le sens où, voilà, ce que tu disais, c'est un outil pour les développeurs, le manager a rien à faire dedans. Sauf que dans les briques payantes de l'outil, tu as des beaux dashboards de gouvernance où tu agrèges, et donc clairement, tu adresses une cible qui n'est pas forcément très technique. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que les outils, ce genre d'outils, ça permet d'apporter de la connaissance sur des bonnes pratiques à suivre. Mais bon, voilà, c'est des règles qui sont parfois un petit peu standardisées et il faut faire attention à l'utilisation qu'on fait de ces règles. Deuxième point, bon, cette partie-là, ça va aller un petit peu plus vite. L'approche craft, forcément, elle apporte quand même pas mal d'éléments. Donc, ça, je pense le manifeste craft, vous connaissez, j'imagine. Enfin, c'est quelque chose qui est assez connu, ou je pense au sein de votre communauté, de l'audience de ce soir. Je sais pas si, enfin, Jamais entendu tu me parler. confirmes. J'ai jamais entendu, ouais. Donc voilà, je vais peut-être pas forcément trop rentrer dans le détail de ça, mais ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, et ça, j'ai regardé aussi du contenu dans lequel tu as participé aussi, Colin, quoi. Avant, il y avait l'agilité à l'échelle. Bon, avant, enfin, ça a démarré il y a quelques années, c'est toujours en train de le faire, mais il y a plusieurs entreprises qui ont une démarche de passer du craft à l'échelle, quoi. S'en rendu compte, bon, voilà, qu'on avait oublié le côté technique, peut-être dans le passage à l'échelle de l'agile. Mais il y a cette appétence, voilà, pour diffuser un peu au maximum les valeurs craft dans les organisations, où tu as plusieurs centaines de personnes à embarquer là-dedans, et en gros, tu as une espèce d'objectif, les entreprises ont un objectif qui vous aimeriez que tout le monde soit dans cet état d'esprit-là. Donc c'est un défi assez intéressant quand même. J'ai pas forcément eu de gros retours d'expérience sur de l'échelle, c'est-à-dire les amener sur quelques équipes, ça ouais, du coaching craft, etc. Mais voilà, je sais pas si toi d'ailleurs tu as des expériences ou C'est ma mission d'échelle. actuelle. Alors, ça C'est dépend ce ta que tu mission, appelles d'accord. grande échelle. 11 équipes. Ouais, c'est déjà bien, 11 équipes, ouais. Ouais. C'est Bah, ouais. c'est compliqué. Retour d'expérience, c'est compliqué. Je comprends, enfin, on pourra en discuter, ouais. Mais ouais. Mais ouais, Donc, c'est en cours. On a fait des lives dessus, les gens sont venus en parler, etc. Donc ouais. je le fais rapide. Ça prend du temps, c'est compliqué. Tu te heurtes énormément à de la politique, à des problèmes organisationnels en plus de la simple formation. Il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de choses comme ça à gérer. Voilà, on marche un peu sur des œufs assez régulièrement. Mm. Ouais, ça m'étonne pas. Enfin, c'est des retours que me font souvent des personnes qui font de l'accompagnement craft dans des équipes. Donc voilà, donc finalement les valeurs et les principes du craft sur le côté qualitatif et le côté excellence technique, c'est des choses qui plaisent forcément, en disant que derrière ça va promouvoir le partage de bonnes pratiques à travers tout un ensemble de concepts qui reviennent souvent. Donc voilà, tous les principes de cleanarchy, solide, le DDD, c'est des choses qui reviennent souvent euh, dans les personnes qui essaient de promouvoir, chez les personnes qui essayent de promouvoir toutes les pratiques craft, qui sont pour la plupart beaucoup issues de tout ce qui est extreme programming, notamment le pair programming, TDD, ce genre de choses. Ça, c'est pas non plus. C'est apparu à la fin des années 90. Donc tout ça, il y a quand même une dimension technique et un côté voilà vraiment pratique de développement. Et l'objectif aussi de faire ça, notamment le pair programming, c'est d'amener aussi le partage de connaissances et d'avoir une transmission de savoir-faire technique qui va être intéressante en fait chez les développeurs, quoi. Donc c'est souvent c'est une boîte à outils, j'aime bien dire boîte à outils craft, parce que finalement, alors de ce que je vois, finalement le software craftsmanship, c'est avant tout un état d'esprit, un ensemble de valeurs, une culture, mais derrière ça va s'appuyer sur des pratiques qui souvent existaient déjà, quoi. Ouais, Pardon, j'ai peut-être eu un petit moment vas-y. d'absence. Dans Clean Architecture, tu mets quoi? Le Clean Architecture de Uncle Bob ou le Meta Pattern Clean Architecture dans lequel tu as Clean Architecture, oignon, hexagonal Ouais, moi je suis plus sur celui d'Uncle Bob là effectivement, mais après je maîtrise pas assez le sujet pour faire la distinction entre C'est tes deux propositions. le nombre de layers. D'accord, ok. Ouais, c'est Ok. bon, voilà, j'ai mis un mot général. Ouais, une archi Mais qui protège un domaine modèle, quoi.
Ouais, c'est ça, Ok. c'est essentiellement ça. Ok. Qui sont aussi des sujets qui reviennent de plus en plus, qui semblent assez contemporains, en tout cas qu'on entend beaucoup plus parler aussi chez nos clients, qui c'est marrant parce que souvent ils disent on essaie de le mettre en place dans le sens où j'ai jamais forcément rencontré de gens qui me disent ouais nous on maîtrise, on le fait vachement bien, c'est toujours ouais on essaye, on sait pas trop mais on essaye. Si, il Donc y en a qui arrivent bien et qui en sont contents. ouais. Et en fait, moi, la différence que j'ai vue entre les gens qui en sont contents et les gens qui en sont pas contents, c'est ceux qui ont un domaine modèle. Et les autres, ils te disent alors ça, c'est mon domaine, alors ça, c'est mes annotations Lombok. Stop. Halt. Tu n'as pas de domaine, du coup. Du coup, forcément, cette architecture te coûte très cher. Mais pour avoir fait certaines mises en place avec succès, c'est assez redoutable. Ah, j'en doute pas. Ça, j'en doute pas. En tout cas, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Peut-être vous avez eu des talks ou des précédents meet-ups sur ce sujet-là. Oui. Ouais. Oui, Bon, voilà. oui, il me semble. Alors, on a eu un talk sur les tests qui parlait effectivement qu'avec l'ArchiExa, c'était beaucoup plus facile de faire du TDD et des tests sur cette chaîne. On en a beaucoup parlé. Et après, sur les trucs qu'on fait ailleurs, mais qui sont pas cette chaîne, on essaie de pas faire trop de pub parce que voilà, on en parle régulièrement. Ok, ça marche. Annotation Spring autorisée dans le domaine Astala 7. Ben, 2 fois, parce qu'à chaque fois, on coupe une main. Donc t'as droit 2 fois. Non, enfin, pour moi, c'est absolument hors de question. Je sais pas ce que t'en penses, Cédric, mais... Oui, si on va avoir un domaine pur. Alors, je suis pas expert du domaine, mais c'est vrai que, du DDD, mais de ce que je crois comprendre, effectivement, tu essayes quand même d'enlever toute notion technique. Donc, alors moi, plus qu'essayer, je mets des tests unitaires pour vérifier les dépendances qui sont utilisées dans le domaine, et globalement, tu as droit aux dépendances du langage. Quand je suis magnanime, à la lib Apache Commons en Java, et à tes libs à toi, et c'est à peu près tout, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, tu peux t'autoriser quelques libs utilitaires standards, on va dire. Ouais. Très restreintes, qui font vraiment zéro magie, quoi. Mais c'est le max. Autoriser SLF4J, tu vois, en Java, pour pouvoir faire des logs si t'as envie. Des petits trucs comme ça. Mais très restreint, et ça se teste très bien unitairement avec ArcUnit ou des outils comme ça. Et du coup, pour moi, la différence, elle est vraiment là. Une clean archi, ça marche quand tu comprends ça, et j'ai l'impression que Clément est un peu est en train de dire la même chose. Le domaine doit rester pur. Voilà. Ça marche. Ouais, je voulais vous partager, je suis tombé sur ça cette semaine. Alors, c'est un rapport qui est fait tous les ans par une boîte qui s'appelle Smart Beer, qui développe des outils dans le domaine du test, de la revue de code, qui a une suite d'outils assez sympa et qui fait une étude tous les ans sur l'état de la revue de code et des pratiques associées. Donc finalement, c'est intéressant parce que quelque chose qu'on sait déjà, voilà, sur la revue de code, qu'est-ce que ça apporte, améliorer la qualité du code produit et partager les connaissances entre équipes, c'est les deux facteurs qui reviennent, qui sont le plus souvent cités, c'est les deux avantages qui sont le plus souvent cités. Donc sur ça, a priori, l'objectif, il paraît quand même assez bien atteint. Et ce qui est intéressant, alors c'est dommage, le rapport détaille pas forcément beaucoup cette partie-là, mais on a à peu près 50% quand même des personnes interrogées qui, même s'ils trouvent des bénéfices sur ce que doit être la revue de code et ce qu'elle apporte, on a 50% des gens qui disent je suis soit neutre ou soit pas forcément d'accord pour dire que je suis content de la manière dont on fait de la revue de code dans mes équipes, quoi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand même, dans l'industrie, même si la revue de code c'est quelque chose d'assez standard, il y a quand même, je pense peut-être pas mal d'entreprises ou pas mal d'équipes tout simplement, où il y a des choses qui sont perfectibles là-dedans. Ça doit être quand même un moment, je pense qu'on est d'accord là-dessus, ça va quand même être un moment enrichissant de partage, etc. Et bon, voilà, on sait que des fois ça peut rapidement tourner au vinaigre si on a des personnes qui ont un petit peu de mal avec le savoir-être, qui sont un petit peu violentes. Donc voilà, j'ai malheureusement pas beaucoup plus d'infos, mais c'est quand même intéressant. Je trouve que ça fait une personne sur deux, ça fait quand même beaucoup. Donc il y a peut-être des choses intéressantes à travailler encore sur ce domaine-là.
Est-ce que c'est un problème d'outils, est-ce que c'est un problème de personne? Il y a sûrement un peu des deux. Il y a quelque chose aussi qui est marrant dans les revues de code. Il y a un côté parfois un peu chronophage, c'est-à-dire que j'ai rencontré pas mal de tech leads qui me disaient, ouais, c'est mon travail, pas la revue de code. Et par contre, il y a un truc quand même qui me prend du temps, c'est que finalement, j'ai des gens dans mon équipe qui font souvent les mêmes erreurs, et donc j'ai l'impression de devoir répéter, réexpliquer les mêmes choses à mes développeurs, quoi. Et c'est marrant parce que j'étais tombé sur ce projet. Donc ça, c'est un projet open source. Je crois que c'est le projet Bitcoin, où en fait sur 2 pull requests différentes. Alors, je tombais dessus parce que je le cherchais volontairement, ce genre d'exemple, hein. Voilà, je suis pas, c'est pas un vrai hasard. Mais en fait, c'est marrant parce que notre ami Luc, là, Luc JR, en fait, il réexplique 2 fois la même chose sur 2 pull requests différentes à deux personnes différentes, quoi. Donc ça, c'est des choses qui sont assez fréquentes, mais de se dire, peut-être qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles on peut travailler pour capitaliser davantage, éviter, faire en sorte que cette connaissance elle soit mieux diffusée en amont, et faire en sorte que du coup on passe moins de temps en revue de code, parce que là du coup il met un message derrière, que la personne faut qu'elle modifie, etc. Et donc quelque part on se rallonge aussi les process de revue de code, quoi. Donc tout ça pour dire que finalement, là j'ai pris un petit exemple de revue de code, mais la vocation autour du craft, les valeurs du craft, ça fait partie quand même des axes qui sont de plus en plus publicités au sein des DSI et dans les entreprises, pour se dire ça va améliorer la qualité de nos développements par la transmission de savoir-faire technique et par l'amélioration de nos méthodes de développement, quoi. Et ça va nous permettre d'ancrer cette culture d'amélioration continue qui parfois nous manque tant chez nous. Troisième point, c'est le côté communauté de pratique, alors qui est un peu lié au second point. Alors qu'il y a un phénomène aussi qui a commencé à émerger. Alors, je ne connais pas la date exacte, hein, mais je pense qu'il y a aussi émergé avec le côté passage à l'échelle des entreprises, de l'agilité, etc. Et donc, il y a eu un défi là-dedans, c'est de se dire, on travaille davantage avec des équipes à taille humaine, qui ont beaucoup d'autonomie, donc avec un management presque parfois, on va dire, à l'horizontale, ce genre de choses, qui fait qu'il y a beaucoup moins de structuration hiérarchique. Donc ça amène du bien pour les équipes. Par contre, ce qui peut être intéressant maintenant, c'est de se dire, ouais, mais malgré tout, même si on est 50 équipes chez nous à faire du Java, on ne travaille pas au quotidien ensemble. Comment est-ce qu'on peut faire pour capitaliser sur les bonnes manières de faire du Java chez nous, partager des choses et en discuter ensemble, quoi. Et donc ce côté communautaire, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière assez, je ne vais pas dire fréquente parce que j'ai pas de stats, mais en tout cas qu'on voit de plus en plus. Et la structuration de communauté de pratique, alors le guide, c'est le terme notamment chez Spotify, j'en parle un petit peu après. Voilà, souvent elles vont être thématiques, et donc ça va être une communauté interne, ouverte à tous généralement, qui vient se rassembler quelques fois dans le mois, voilà, pour des meet-up internes, des coding dojos, ce genre de choses, pour fédérer en fait toutes les personnes qui sont intéressées par un sujet, quoi. Alors, il y a Knut Donc ça également, ouais. Il y a Knut qui nous demande, je sais pas si ça a été répondu, mais est-ce que tu revois ton propre code? Et d'ailleurs, c'est un sujet dont on peut parler. Est-ce que vous faites des self-reviews? Je te laisse commencer à répondre, et si vous voulez répondre dans le chat, moi c'est un sujet qui m'intéresse. Alors déjà, je code de moins en moins maintenant, mais quand j'ai l'occasion de coder, est-ce que je fais des self-reviews? Il faudrait que je définisse un peu ce que c'est. En tout cas, j'ai toujours ce réflexe forcément avant le mois de commit, de me faire ma propre review. Donc, en gros, j'ai un peu le réflexe de lancer mon petit explorateur Git local et de regarder mon propre diff. C'est un peu un réflexe que j'ai pour me faire une petite relecture. Est-ce que je le fais de la même manière que je pourrais le faire sur un autre développeur pour image request? Je ne sais pas dire. Moi, je sais que je me self-review systématiquement sur GitLab, parce que c'est là où j'ai l'habitude de faire les reviews. Donc, je push mon code sur une MR en draft, et je me self-review avant de le dédraft et de l'affecter à quelqu'un, systématique. Et 9 fois sur 10, j'amène mon commit et je corrige des typos, des trucs. L'idée derrière, c'est que j'ai pas envie d'affecter quelque chose à quelqu'un si moi-même je l'ai pas relu, quoi. Si je trouve que c'est trop chiant à relire, pauvre collègue, quoi. Ouais, non, bien sûr. Ça, je trouve ça, effectivement. C'est une forme d'empathie aussi, voilà. Se dire,
je te donne un truc à lire, mais moi-même je les relis, voilà, parce que c'est quand même très frustrant, je pense, de faire une revue de code où tu as l'impression que le mec lui-même s'est pas relu. Et ça m'arrive assez régulièrement, ouais. Mm. Donc, et c'est vrai que je demande aux gens de. Tu te relis avant de des drafts, de l'affecter à quelqu'un. Ça fait partie de la checklist, quoi. Ok. Et le chat ouais. a l'air plutôt d'accord sur la self-review. Pinage, j'aime bien l'idée de comité avec l'option moins patch pour review en local. Ok, je connais pas cette option, ça te fait quoi du coup? Moi non plus, mais j'imagine que ça t'affiche le diff. Tu nous diras, Pinage, mais j'imagine que ça affiche le diff à valider avant de push. J'imagine que c'est quelque chose comme ça. D'accord. Club qui nous dit: je prépare un guide de relecture pour mes reviewers, ça fait prendre un œil extérieur. Ouais, c'est ça. Sur les équipes qui n'ont pas l'habitude, accompagner les gens à faire des reviews, c'est super important. On est d'accord. Ok, Gitad-P avec un diff interactif. Ok, ouais. Ok. Choisis les chunks à passer dans l'index. Ok. Ok, bah je connaissais pas. Voilà. Très cool. Ouais, merci pour le tuyau. Du coup, là, pour parler de communauté de pratique, alors c'est en fait, je suis tombé récemment, semaine dernière, en préparant aussi un petit peu ce meet-up sur des papiers de recherche, des publications qui ont été faites sur justement l'étude autour de l'organisation des communautés de pratique chez Spotify. Donc j'ai trouvé 2 papiers différents, alors qui sont sensiblement les mêmes, écrits par sensiblement les mêmes personnes, mais juste mis en page différemment, avec pas tout à fait le même texte, les mêmes images. Enfin bon, bref, il y en a un si vous en lisez un, vous avez quasiment eu l'autre. Qui raconte un petit peu voilà comment c'est structuré, comment ça fonctionne. Et donc justement, là c'est une citation que je reprends. En fait, ils disent effectivement quand on a une gouvernance voilà en mode bottom up, c'est intéressant. Et quand on doit scaler en fait ce modèle d'équipe agile, on a des nouveaux défis. Et donc ça rejoint ce que je disais, voilà, comment est-ce qu'on se coordonne entre équipes et comment est-ce qu'on se met d'accord sur des méthodes de développement. Et ça, c'est quelque chose, voilà, effectivement, qu'on ne fait pas forcément au quotidien au sein de notre équipe. Nous, on se met d'accord sur des choses, des choix techniques, mais après, c'est vrai que, en plus, il y a du turnover, des fois interne, je change d'équipe. C'est vrai que c'est bien quand même si j'arrive dans une équipe et que on code en Java ou en JS à peu près de la même manière que nous on faisait, quoi. Donc là, c'est se dire finalement comment, c'est la question du bas, c'est qui c'est qui prend, qui c'est qui doit décider de ce genre de choses, quoi. Voilà, est-ce que c'est une personne qui décide pour tout le monde? Voilà, comment est-ce que c'est tout le monde en décide ensemble? Donc c'est parti un petit peu de là finalement la problématique qui est schématisée. Donc ça c'est une très bonne capture que j'ai faite de l'article, donc qui présente différents niveaux en fait de structure chez Spotify. Donc il y a des équipes qui sont en Suède, c'est originaire de Suède le projet il me semble, des équipes au UK, des équipes aux USA. Donc une équipe agile de 5-6 personnes, c'est une squad. Vous avez des groupes de squads qui sont rassemblés dans des chapitres, voilà, qui rassemblent on va dire une feature ou un domaine fonctionnel un petit peu plus haut niveau. Et il y a une notion après de tribu qui est plus locale, on va dire. Et donc ces fameuses guides qui sont inter-régions et qui vont rassembler tout un ensemble de personnes qui vont avoir une appétence commune sur un sujet bien particulier. Donc cette notion de guide, on le retrouve chez certaines entreprises, en France aussi. Alors parfois c'est pas tout à fait le même objectif, mais bon, il y a quand même cette notion de transversalité qui est intéressante. Alors, ces communautés de pratique, là, forcément, je m'intéresse plus au côté technique en tant que développeur, mais il faut savoir qu'il y a des guides sur le vélo, sur la photographie, chez Spotify, pas ailleurs peut-être, mais voilà, ça part quand même d'une idée assez généraliste de se dire on va fédérer des gens autour d'un intérêt commun, quoi. Et les gens appartiennent à plusieurs guildes la plupart du temps. Ouais, tout à fait. Ça, c'est quelque chose effectivement qui est expliqué aussi, c'est que finalement, chaque guilde, elle est indépendante. Donc là, je vous donne quelques chiffres, etc. Chaque personne est libre de rejoindre autant de guildes qu'elle veut. On n'est pas obligé d'en rejoindre une. Donc on est vraiment indépendant en termes d'organisation, d'outils, de rituels. C'est vraiment libre. Donc effectivement, on peut tout à fait adhérer à plusieurs guides. Certaines sont, alors
dans l'article, il parle de Organically Emerging Guilds. Je l'ai pas bien dit, mais en gros, voilà, celles qui émergent d'elles-mêmes. Donc, ça peut être par exemple la photographie, parce qu'il y a un groupe de gens qui se dit tiens, on va faire un truc photo. Et puis il y en a qui sont plus confus, pas imposés, mais bon, pas loin. Donc là, typiquement, on peut très bien dire peut-être que la C++ Guild, c'est quelque chose comme c'est sûrement une techno centrale chez eux. Elle a quand même été créée parce qu'il y avait quand même un intérêt de le faire, quoi. Et vu que t'en as Et que donc, 20% qui vont à une conférence du sujet, ouais, tu sens que bon. ouais, ça on en discute un petit peu après aussi. Voilà. Donc ça c'est assez marrant de voir qu'il y a vraiment des organisations différentes. Bon là il y a elles ont tout un Slack, ce genre de choses, mais comment elles se retrouvent, à quelle fréquence, voilà, ça c'est un premier, ça c'est très variable. Et on le verra après, le côté interrégion c'est bien. En termes d'organisation, parfois c'est compliqué. Donc là, si j'ai repris aussi ce tableau de l'article, donc ce que j'ai mis en jaune, alors c'est en fait, il y a deux parties sur lesquelles je m'arrête un petit peu. Donc en haut, ça reprend toute la première partie, si vous voulez, ça reprend ce que j'ai montré un peu avant. Donc globalement, toutes les guides, hormis la Core Guide qui semble. Donc la Core, c'est la partie C++, je crois, ils sont tous en Suède. Le reste, finalement, on doit gérer des équipes qui sont à la fois aux États-Unis et en Suède. Donc forcément, des fois, ça amène des complications au niveau de l'organisation. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on y recherche là-dedans? Parce que c'est finalement, ah ouais, c'est sur une thématique, j'ai un intérêt à aller là-dedans, je vais y aller. Finalement, voilà, là j'ai rassemblé à droite tout ce qui ressort un peu de l'étude. Donc l'étude ici, hein, voilà, ça a été beaucoup d'interviews sur les personnes qui animaient les guides, hein, notamment, et les personnes qui y participaient. Donc, essentiellement, ce que les gens y recherchent, ça va être à la fois l'accès à l'expertise. Donc, désolé pour la traduction un peu moisie, mais en gros, là-dedans, vous avez quand même un groupe de corps personnes qui sont vraiment dans l'entreprise, des gens qui maîtrisent à fond le sujet, qui sont un peu les référents techniques sur des sujets, et donc qui vont apporter de la connaissance aussi facilement et nous aider à répondre à certaines problématiques qu'on peut avoir. Et le côté coordination, standardisation cross units, ça justement, ça c'est quelque chose qui vient répondre en partie à notre problématique d'alignement des pratiques, entre autres. Donc typiquement, voilà, je parlais comment est-ce qu'on code en Java. Bon, c'est un peu générique, mais ça peut être comment est-ce qu'on utilise par exemple Spring ou une sous-partie de Spring dans notre contexte. Donc ça, c'est des objectifs, en tout cas, c'est de la valeur ajoutée qui est perçue par les différentes personnes. C'est un peu tout ça. Il y a quand même un côté humain, se dire, ça m'intéresse aussi de parler avec d'autres gens dans ma boîte qui sont sur les mêmes problématiques que moi. Et puis, il y a quand même un côté où on cherche de la matière et de la connaissance. C'est malgré tout pas toujours simple à mettre en œuvre, et c'est vraiment une des conclusions de l'article, c'est de se dire, nous on l'a ça a été mis en œuvre chez Spotify, par contre, il n'y a pas forcément de recette miracle. En tout cas, nous on l'a pas trouvé, et je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus, ton retour d'expérience après, Colin, ou les autres si vous en avez. C'est qu'il y a des gens là-dedans qui se sont retrouvés en disant c'est pas très clair pour moi vraiment la plus-value et la mission, l'objectif de cette communauté de pratique. Parce qu'au début, je rejoins une guide C++. Ah ouais, C++, ça m'intéresse. Bon, ça m'intéresse, une C++, c'est large. Ça veut dire quoi? Je suis intéressé par le langage, par des trucs d'implémentation, des techniques, des frameworks. En fait, tout le monde au début pense avoir un intérêt commun, et au final, on se rend compte qu'à l'intérieur, les gens ils ont des intérêts un peu différents, en tout cas des objectifs différents, et on essaye un peu de contenter tout le monde, et peut-être parfois on se retrouve sur un truc, après quelques mois on se dit je comprends pas trop en fait c'est quoi l'objectif qu'on cherche. Et donc ça c'est vraiment un sujet qui est hyper important, c'est pour que la guilde perdure et soit pertinente et efficace. C'est que la direction, la portée doit être claire pour tout le monde. Sinon, en fait, il y a presque un problème existentiel, quoi. C'est de se dire à quoi on sert. C'est quoi notre but, c'est quoi notre rôle. C'est bien de se rassembler, mais qu'est-ce qu'on cherche à faire. Et donc ça, c'est des choses, sur lesquelles il faut itérer. Hein. C'est d'ailleurs ce que préconise l'article. Voilà, rappeler notre mission et qu'est-ce qu'on cherche à faire. C'est quelque chose qu'on doit définir ensemble, la communauté, et on doit itérer là-dessus régulièrement pour se dire voilà, est-ce que ce qu'on a fait ces derniers mois, ça rejoint l'objectif initial, est-ce qu'il faut qu'on l'affine, etc. Il y a le côté cross-site, donc ça c'est la partie regional division. Donc ça, du coup, on s'est rendu compte que même au sein d'une communauté, il y avait parfois des événements qui étaient locaux. Voilà, parce que parfois c'était un peu compliqué.
avec le décalage. Donc il y avait quand même des événements qui étaient annuels, qui rassemblaient tout le monde, et d'autres un peu plus fréquents qui étaient plus à l'échelle locale. Donc c'est pas forcément un problème en soi, hein, voilà. Et parfois, il y avait aussi le côté manque de temps. Voilà, c'est que, comme pas mal de choses dédiées à de l'amélioration continue, c'est sur votre temps libre entre midi et 2 ou le soir, ce genre de choses, quoi. Et parfois, même si on a l'envie, on manque peut-être au dernier moment un petit peu de motivation, même si on aimerait le faire. Si on trouve que c'est important, parfois c'est pas toujours bien aménagé, quoi. Et le dernier point, c'est en bas. Alors c'est assez discret. C'est ce qu'ils appellent l'archétype. Donc en gros, c'est quoi, enfin comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on y fait. Et donc en fait, il y a quatre catégories ici qui émergent. Donc il y a le côté Books Club où en gros ici ils sont plus sur de l'apprentissage, de l'ouverture d'esprit, du learning plutôt que faire, quoi. Donc c'est pas forcément l'objectif, c'est pas de faire de la pratique, c'est un peu de s'ouvrir l'esprit, quoi. Donc c'est bon, il y a quelqu'un qui vient, qui parle d'un sujet, ok, on en discute et puis la prochaine fois ce sera un autre sujet, quoi. Après, il y a notamment la Core Guild qui est plus basée sur un système d'open source societies. Donc là, ils discutent pas mal de composants open source qui maintiennent eux, chez Spotify, comment est-ce qu'on ajuste les stratégies, comment est-ce qu'on va le maintenir, c'est quoi notre politique par rapport à ça. Enfin, ils discutent pas mal en fait de tout ce volet-là. Sur la partie back-end, on est plus sur du support line, donc un peu système de questions-réponses avec un groupe de core contributeurs qui est assez expert, assez disponible sur le sujet, notamment sur un canal Slack, pour avoir justement des questions techniques, des réponses techniques. Et sur la partie web, finalement, on est plus sur une approche standardization committees, voilà, sur l'alignement des pratiques, les outils qu'on va mettre en œuvre, etc., quoi. Donc finalement, les guides peuvent avoir vraiment des sujets très différents, mais aussi des manières de procéder différentes. Et le manque de temps dont je parlais avant, c'est quelque chose qui va quand même poser problème, notamment sur la partie open source societies, parce qu'on est quand même là, ça demande quand même du temps, là, du coup, de l'effort, un groupe de personnes de travailler sur ces projets-là. Pareil, sur l'alignement des pratiques, les standards, c'est des gens qui doivent en amont préparer des choses, et une fois qu'on a décidé, peut-être les mettre en œuvre, je sais pas moi, documenter ça quelque part, et tout ça, ça prend du temps. Et donc, si on manque de temps, si c'est pas forcément quelque chose dédié dans les agendas, c'est quelque chose qui ne sera pas forcément fait. Et justement, ce que dit l'article, c'est qu'on peut avoir tendance à avoir ces groupes-là dévier vers quelque chose d'un peu plus traditionnel en mode Books Club, c'est-à-dire quelqu'un arrive, propose un sujet, et puis on tourne, quoi, et donc on est un petit peu moins dans le concret. Donc c'est toujours cette problématique, c'est que en fait on a tous envie de faire de l'amélioration continue et de l'ouverture d'esprit et ce genre de choses et de l'alignement de pratiques. Mais parfois, l'entreprise a encore un petit peu de mal à aménager aussi l'emploi du temps des gens pour que vraiment ça puisse se faire et qu'on ait des résultats concrets, quoi. Moi, de mon expérience sur ces trucs-là, même avec du temps, même avec des moyens, même avec tout ce que tu veux, je ne l'ai jamais vu fonctionner en entreprise. D'accord. Et pour quelle raison tu penses que c'est compliqué? Peu d'adhésion. Alors, ce serait une analyse que j'ai pas vraiment faite, donc voilà, mais il y a trop peu d'adhésion. On va voir les trois mêmes têtes à chaque fois qui viendront, et soit on se contente d'avoir les deux, trois mêmes personnes qui viennent, soit on s'en contente pas. Et j'ai même vu un truc très bizarre là récemment. On a lancé quelque chose sur de la bonne volonté, en heure sup, machin, ça a marché. Donc il y a eu des moyens, vraiment des moyens, du temps, de tout ce que tu veux, et plus rien. À partir du moment où il y a eu les moyens, ça. Donc perso, je l'ai jamais vu marcher en entreprise. Par contre, des communautés comme celle-là, par exemple, ça fonctionne. Ça, oui. Hors entreprise. Mais en entreprise, non. Toi, tu l'as vu marcher, ça? Je le vois de plus en plus se mettre en place, mais j'ai pas encore de retour d'expérience concret sur la durée, quoi. Parce que ce qui est le plus dur, c'est de la faire durer. La montée en soi, sur le principe, bon, mais je réfléchis, je crois. Je sais qu'il y en a qui le font depuis quelques années, mais j'ai pas de feedback précis sur comment ça, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fait venir des gens, ce genre de truc. Ou truc. Est-ce que c'est les trois mêmes personnes qui animent et qui portent le truc à bout de bras? Ouais, ça rejoint un petit peu à ce que je dis après, sur le slide d'après. Typiquement, tu vois, sur une DSI
en Ile-de-France, là où il y a à peu près 400-500 devs, il y avait un Coachcraft qui organisait voilà, tous les mois un coding des sessions de coding dojo entre midi et 2, il avait 5 à 10 personnes, quoi. Donc tu as quand même des ratios. Arriver à fédérer les gens sur ces sujets-là, c'est pas simple. Alors, est-ce que c'est le temps, les formats? J'en sais Alors, rien. Il y a plein de trucs. Mais... Quand on était en présentiel, j'arrivais à avoir de bien meilleurs ratios. Là, en remote, j'ai des meilleurs ratios que ça. Okay. Sur 70 personnes, 5 à 10, tu vois. Ouais. Sur un coding dojo. En présentiel, j'arrivais à avoir des bien meilleurs ratios. Et d'ailleurs, quand on reviendra en présentiel, je pourrais réutiliser ce cheat qui est très simple. C'est que la boîte paye la bouffe. Mm-hmm. Et donc, tu fais livrer moitié pizza, moitié sushi. Comme ça, tout le monde s'y retrouve. Voilà, pour essayer d'être avec les régimes de tout le monde. Enfin, il faut réfléchir un peu. Et t'as un bien meilleur taux d'adhésion. Ok. Voilà. Ouais, voilà, donc ça c'est vraiment des sujets aussi organisationnels qui sont importants aussi. Mais quand tu es en train de coacher, t'as pas envie de passer 2 heures à t'occuper de ça à chaque session, d'aller chercher la carte du mec, de faire la commande, de trimpaller les trucs. T'aimerais bien faire autre chose que ça. Mais s'il faut ça pour avoir de l'adhésion et des gens, je peux le faire. Ouais, je comprends. Donc voilà, j'ai pas moi à titre perso assez de retours, mais je sais que c'est un sujet aussi, c'est une demande des entreprises et c'est aussi quelque chose sur lesquels certaines sociétés de conseil sont missionnées, c'est de monter des communautés de pratique parce que c'est quelque chose qui est censé pérenniser une culture d'amélioration continue. Mais est-ce que ça va, voilà. Mais c'est sur le papier, effectivement. Mais après, comme opérationnellement, comment tu le fais durer dans le temps, comment tu génères de la valeur pour tout le monde, ça, c'est un vrai défi. Et en fait, la difficulté, c'est pour les gens qui portent ça de continuer à rester motivés parce que de toute façon, l'adhésion, c'est un yo-yo. Tu vas avoir 15 personnes à ta première session, je dis des chiffres au pif, mais voilà, 15, puis la deuxième, t'en as 13, 12, et celle d'après, vous vous retrouvez à 2. Et là, en fait, faut pas arrêter. Parce que c'est peut-être juste un hasard, c'est peut-être un souci de com, c'est peut-être machin. Faut en refaire une. Et là, tu vas te retrouver à 7. Mais la difficulté, c'est que si t'as passé toute ton énergie et que tu t'es vachement investi, bah ça t'a flingué, en fait, ce coup à 2. Donc pour moi, mon astuce, c'est de pas mettre trop d'énergie dans chaque truc, d'en lancer plein en parallèle, d'en semer plein. Et ce qui prend un peu, je donne un peu d'eau, tu vois. Mais comme ça, moi, ça me flingue pas. J'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier, et si ça marche pas, c'est pas grave, ça m'a pris 4 minutes. Voilà. Et du coup, les trucs qui marchent, je les laisse pousser. Les trucs qui sont en train de mourir, je les laisse mourir. Et faut changer souvent. D'accord. Ok, donc vachement intéressant. Mais la difficulté, c'est de toute façon, il y a des personnes qui le porteront un peu plus, et c'est ces personnes-là qui doivent garder qui doivent réussir à rester motivées. Et je sais que ça aide de, entre guillemets, pas trop s'investir sur une idée. Sur un truc. Parce que sinon, en fait, humainement, après, t'es là, c'est bon, quoi. J'ai passé 8 heures de prépa et personne s'est pointé. Alors, est-ce que tu le fais, est-ce que c'est des sessions entre midi et 2 ou c'est genre est-ce que ça peut être un créneau à 14h où tout le monde, en théorie, tu vois, peut y aller et invité à y aller? Je fais de tout. Je fais de tout, ça va dépendre des clients, des moyens, de ce qu'ils veulent faire. C'est beaucoup plus facile de faire du midi et 2. Mais après, ça dépend de la culture d'entreprise. Il y a des... Je sais qu'il y a des clients, tu commences à leur dire « Ouais, je voudrais faire des sessions régulières, etc. » Ils commencent à freiner des cas de fer. Tu dis « Mais c'est des sessions de 40 minutes que je veux faire. » Ils rigolent, en fait. Parce qu'il y a des entreprises où toute la journée, ils sont en réunion de 40 minutes. Donc, tu leur mets juste une réunion en plus. T'as pas à en parler. Et tu vois, par exemple, faire des sessions de 40 minutes pour présenter, on a fait cette nouvelle appli en archi-exa, DDD, TDD, machin, j'ai rien préparé, vous venez, vous me posez vos questions, et je partage mon IDE et vous dites, ça marche très bien parce que toi, t'as 0 prépa, t'as une invite à envoyer, tu viens qui veut, et tu parles des questions des gens. Alors, sur les 5 premières sessions, tu vas expliquer pourquoi t'as pas d'annotation Spring dans ton domaine et pourquoi il n'y a pas de setter. Mais c'est pas grave. Tu vois, c'est des choses qui sont intéressantes et qui, toi, te prennent quasi rien. L'autre astuce machiavélique, Clément disait la bouffe, l'idée machiavélique, ouais. Et le level up de l'astuce machiavélique, c'est de trouver quelqu'un qui s'occupe de la bouffe à ta place.
Si tu as par Ah, bah exemple oui. un accueil dans le bâtiment, tu peux leur faire des fois. Tu t'entends Ouais. bien, tu bois un peu des cafés, et ben ça peut être l'accueil qui s'occupe des notes de frais, de réceptionner les livreurs, les machins, les trucs. Et là, ça devient facile parce que t'as plus à gérer ça le jour même. Toi, tu fais autre chose et Ouais, t'as la bouffe qui arrive, quoi. Par exemple. Et là, on est bien. effectivement. Effectivement, ça soulage un peu. Bah, c'est des trucs, ça prend vite un peu de temps, tu vois. Faut Ouais. regarder les allergies de chacun, faut appeler les trucs, faut s'occuper de la note de frais, faut machin, faut le trimballer dans Mm. la salle. Des fois, il y a des gens qui peuvent le faire et qui sont super contents de le faire. Donc, bah, quand on peut se faire aider sur ces trucs-là, c'est trop cool. Carrément. Donc ouais, voilà, sur cette partie communauté de pratique, je sais pas s'il y avait des témoignages de personnes Moi, qui en font partie peut-être dans leur boîte ou qui essaient de les animer. moi, ça m'intéresse, ouais, si vous avez réussi à en faire fonctionner sur moyen, long terme, vraiment, ça Ouais. m'intéresse parce que j'ai pas les clés Ouais, en aujourd'hui. tout cas, c'est un sujet. Enfin, je regarde un petit peu toute la littérature aussi là-dessus. Enfin, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi. Donc, si vous avez des trucs là-dessus, je suis preneur. Y a Gnuk qui nous dit dans certains contextes, le midi et 2, c'est compliqué parce que les devs ils veulent pas, ils veulent faire une pause, ils veulent pas entendre parler de Ouais, dev, etc. ouais. J'ai Mais eu il y a même ça des aussi. boîtes. Ouais, ouais. J'ai même une boîte où même organiser un meet-up entre midi et deux, c'était compliqué parce Mm. qu'ils voulaient pas. Enfin, ils voulaient que ce soit un temps de repos, tu vois. Donc, c'est Bah, aussi compliqué parfois. Ça dépend de la culture d'entreprise aussi. c'est ça, y a des boîtes où si tu fais un meet-up sur la moto, bah nickel, parce que de toute façon, le midi ça parle moto. Je dis une passion au Mm. hasard. Mais Ouais, tu feras pas une revue de bouquin ou un truc comme ça passera pas. Ça m'est arrivé, ouais. d'accord. Et bizarrement, dans ces boîtes, même en ayant du temps sur le temps de travail, etc., j'ai très peu d'adhésion. C'est vraiment lié, hein. Ok. Ouais, des demandes de lignes budgétaires pour ce genre de truc, oui, oui, ça existe. Oui. Ça existe, bien sûr. Mais Euh, sur le ouais, long vas-y. terme, si vous avez les clés, vraiment, je prends. Moi, je les ai pas. Ouais. Bah, je prends aussi. Donc voilà, tout le côté communauté de pratique, c'est aussi, enfin, à notre humble échelle aussi des thématiques qui reviennent de plus souvent parce que justement, c'est vraiment perçu comme un moyen de perpétuer une démarche d'amélioration continue. Encore faut-il trouver les clés pour y arriver. Dernier point dont je voulais parler, c'était sur la partie documentation parce que finalement, partager, pérenniser, améliorer de la connaissance, on se dit, on va faire une doc et tout le monde va la lire. Donc le genre de doc, hein, ça va souvent être des bonnes pratiques sur la manière d'écrire du code. Donc ça, c'est un exemple. Je crois que c'est sur Laravel. Je crois que j'ai trouvé ça sur GitHub. Enfin voilà, c'est généralement comment faire ou qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire. Donc don't use setter, ce genre de truc, in domain. Voilà. Donc ça, c'est assez large et souvent, en fait, on en parle et le réflexe que souvent ont eu certains tech leads au profil, mais bon, voilà, c'est au bout de 3-4 fois qu'on l'explique, on se dit, bon, allez, je vais l'écrire dans un wiki, et puis comme ça, tout le monde l'aura, quoi. Euh, Ça, c'est un petit troll, hein, faites pas gaffe. C'est que souvent, c'est cette démarche de dire, ouais, je lance un wiki, parce que là, c'est bon, il y a en plus quelqu'un arrive dans l'équipe, donc voilà, je vais quand même faire un wiki, je vais lister un peu toutes nos bonnes pratiques. C'est une initiative très louable qui va prendre quelques heures au début, et puis on va se dire, ouais, comme ça, on le mettra à jour, quoi. Bon, je pose souvent la question depuis un an ou deux. J'ai une grande majorité quand même, on a le schéma de... On l'a lancé pendant un mois et puis bon, après on a un peu laissé tomber. Donc on a un wiki de bonne pratique qui n'est pas à jour. Donc voilà, en fait, ça pourrait être un bon support, mais c'est vrai que ça demande quand même un certain investissement en temps pour pouvoir en fait, le maintenir. Et puis derrière aussi, ce qui décourage, c'est que un wiki sur un Confluence ou ailleurs, c'est utile, sauf que c'est bien, mais au quotidien, quand je développe, c'est vrai que les développeurs n'ont pas forcément toujours le réflexe d'aller voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'intéressant dans le wiki, quoi. Alors moi, très honnêtement, hein, j'ai une politique beaucoup plus agressive, hein. N'importe quoi qui parle du code mais qui est pas versionné comme le code ne sert à rien. Donc la doc du code, c'est des markdown dans mon code. C'est suffisamment large pour pas Ouais, avoir à le changer souvent et pour que du coup ça reste à peu près à jour. Ça donne des pointeurs et ce qui a raison, c'est le code, quoi. Enfin, je sais pas. J'ai vraiment du mal avec ce côté. On va maintenir un autre truc à côté dans un autre outil sur un ouais, autre cycle de vie qui va parler du code. Bonne chance, du coup. ouais.
Enfin, je sais pas. C'est quelque chose qu'on a essayé alors, en travaillant sur l'interaction avec le code. Donc, je te montrerai. Je montrerai après du coup ce qu'on a proposé dans Promise. Tu me diras ce que tu en penses. Ok. Mais je comprends la problématique et effectivement, c'est vrai que l'intérêt dans le code, c'est toujours mieux. Enfin, en tout cas, c'est mieux à suivre que d'essayer de le mettre dans un autre référentiel où les gens n'ont pas l'habitude d'aller, quoi. Parce que déjà, faire émerger ces pratiques, c'est pas simple. Je veux dire, on les écrit, donc en gros, on fait quoi quand on se dit créons maintenant ce wiki, comment est-ce que je les trouve? Je regarde mon code et j'essaie de voir mon code, est-ce qu'il n'y a pas des choses là-dedans qui pourraient me donner des billes sur quelles bonnes pratiques je pourrais écrire? Et bon, voilà, finalement, pareil, c'est un peu un troll, mais c'est de se dire, en fait, je peux pas simplement me mettre avec mon équipe et autour d'une table et un tableau blanc pour se dire, bon, c'est quoi nos pratiques, réfléchissez, vous avez 1 heure, quoi. C'est quelque chose qu'on doit alimenter en continu et c'est pas toujours simple. Alors, on alimente notre réflexion, notamment quand on fait des revues de code, quand on constate des choses qui ont été bien faites ou à l'inverse, qui n'ont pas forcément été bien faites, on vient le commenter et puis on se dit, ça, c'est faudrait quand même que je documente ça parce que ça semble pas très, très clair et ça peut servir à d'autres personnes. Mais ça, en tout cas, c'est un vrai enjeu quand on maintient une documentation. C'est pas juste de trouver le temps de l'écrire, c'est de faire émerger ces concepts. Et après, de trouver le temps effectivement de le maintenir et garder ce réflexe de maintenir son référentiel. Parce que quelque chose que j'ai fait il y a 1 an, que je mettais en œuvre il y a 1 an, enfin en tout cas je le vois nous chez Promise, des fois il y a 1 an on s'était mis d'accord sur une manière de faire, c'est cette pratique qui a évolué, donc quelque part ça devient obsolète, quoi, ce que je préconisais il y a 1 an. Et donc voilà, c'est justement là dans toute cette problématique-là que nous, on a conçu Promise. On a vraiment travaillé sur un outil dédié à l'amélioration continue et au partage de connaissances dans les organisations. Donc, à savoir, au sein d'une équipe et également inter-équipe, comment est-ce qu'on peut faciliter justement la diffusion de bonnes pratiques. Et derrière, forcément, la montée en compétence des développeurs sur différentes thématiques. Donc je vais prendre quelques minutes, c'est un moment démo. Voilà. J'espère que. Et si, Vas-y. avec tout ce qu'on te paye, tu oses faire ta promo? Non, mais en fait, Ouais, go! Bien sûr, go, 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 aucun problème. Je te fais un petit résumé du chat. Il y a Zizouf qui Ouais, vas-y. demandait tu mets les bonnes pratiques en Markdown dans le code. Soit quoi, j'ai répondu en fait, je code en suivant les pratiques. Donc, on peut développer en copier-coller, ça marche. Et je vais automatiser les tests pour certaines. Du genre, ça buildera pas. Et sur des trucs très cons, hein. Mais Ouais, avoir dans la CI un truc qui check le formateur pour que tout le monde ait le même format et que ce soit pas un enfer de faire les reviews, c'est trop bien en fait. Et si la personne elle a pas installé ses hooks comme il faut en local, et ça lui dit ouais, non, ton formatage, là ta review est impossible à faire. Ça, c'est quelque chose qui s'automatise. ouais, Automatiser certains trucs de base sur l'architecture pour que les nouveaux arrivants le cassent pas sans faire exprès par incompréhension, ça s'automatise très bien. Automatiser, c'est tout des choses qu'on peut automatiser. Des trucs très cons, hein. Vérifier que tu as bien défini tous les messages internationalisés, c'est bidon à automatiser et c'est très facile de faire l'erreur. Donc tout ça, je vais essayer, voilà. Je sais pas si ça répond un peu, Zizou. Qu'est-ce qu'on a Bon, ok. Clément qui se demande, on a le BDD, l'ATDD, le TDD. Est-ce qu'on peut avoir le WikiDD? Il y a plein de gens qui en ont rêvé. J'ai même croisé une fois quelqu'un qui m'a dit avoir codé un truc qui prenait les spécifications Word et qui en faisait un site web. Un projet de 3 ans. Voilà. Tout existe dans ce monde. Tout existe. C'est beau. Voilà. Donc du coup, comment ça marche? J'explique un petit peu le concept. En fait, c'est assez simple. L'idée, c'est une plateforme qui est en SaaS, on-premise également. L'idée en fait de Promise, c'est quoi? C'est qu'on va avoir des espaces de travail. Les espaces, en gros, chaque équipe va avoir son espace. Et l'idée, c'est que des communautés transverses, donc des communautés de pratique, puissent aussi avoir leur propre espace partagé. Voilà. Donc on a des espaces privés, des espaces publics. Voilà, on peut modérer qui peut rentrer dans un espace ou non, quoi. Donc en fait aujourd'hui quand j'arrive dans Promise, j'ai pas forcément de bonnes pratiques présentes. Le but c'est d'aider les équipes à créer leur propre référentiel de bonnes pratiques.
dans un référentiel autre que du code. Mais on essaie quand même d'être un peu malin et intelligent. Ok. Donc du coup, qu'est-ce qu'on propose là-dedans? En fait, si vous voulez, l'idée de Promise, c'est d'avoir un processus en deux temps. À savoir un processus continu qui est, moi en tant que développeur, je viens alimenter Promise avec des contributions sur des bonnes pratiques que j'ai vues dans mon code. Des bonnes pratiques qui ont été suivies ou non. Voilà, j'ai une manière de dire pouce vers le haut et pouce vers le bas. Je caricature, mais en gros c'est ça. Et après, l'idée, c'est qu'on puisse en discuter avec mon équipe. Donc en gros, phase de contribution, j'identifie dans mon coin à titre individuel, donc je fais de la contribution asynchrone. Et après, il y a ce qu'on appelle une rétrospective d'atelier. Donc en fait, on a ce concept d'atelier craft dans Promise, dans chaque espace de travail. Et en gros, l'idée, c'est qu'il y a toujours un atelier qui tourne, et l'atelier il est en phase de contribution permanente, et on a fixé une date de rétrospective, on va se retrouver, bon, physiquement en remote comme on veut, mais en gros, on va être tous là. Et on va faire une rétrospective pour passer en revue toutes les contributions de chaque personne. Voilà. Et ce sera le moment où on va décider de nos pratiques ensemble, qu'est-ce qu'on ne garde pas. Donc là, pour la contribution, c'est assez simple. Je peux le faire soit dans Promise, soit via un écosystème de plugins. Donc je peux le faire directement dans Promise parce que quand je crée un atelier, en fait, je peux proposer des fichiers, mettre des fichiers directement à l'intérieur. Donc je peux aller, voilà, ça va être du code, alors qui est peut-être déjà en prod, en fait, c'est pas très grave. L'idée, c'est vraiment, voilà, ça c'est du code de notre projet, et on va faire un travail, un peu de prise de recul, et tous ensemble, tous ensemble. Individuellement, chaque personne va proposer un regard objectif sur le code et essayer de voir, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des bonnes pratiques qui pourraient être suivies ou non quoi, dans mon code. Chaque personne va avoir son œil différent, c'est ça qui va être intéressant. Là, typiquement, ici, si je prends un exemple, là, ce que je peux faire via l'interface, ici, je vois ce bout de code, j'ai un if qui traîne. Ce genre de choses, moi, j'aime bien plutôt l'extraire dans une variable avec une constante booléenne qui a un nom qui reflète l'intention de la variable. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Je ne sais pas si c'est la meilleure manière de faire, mais en tout cas, voilà, j'ai envie de le proposer à mon équipe. Ce sera validé ou pas, hein. Ça, on va justement, on le modère. Mais bon, voilà, c'est une proposition que je veux faire. Donc je sélectionne ce bout de code et je vais dire, bah, ça, tiens, j'aimerais créer une bonne pratique dans mon référentiel qui s'appelle extract conditional in variable or method. Ah bah tiens, ça tombe bien, elle existe déjà. Sinon, je peux la créer. Et je vais dire, est-ce que c'est un tag positif ou négatif? Donc, est-ce que c'est une illustration, une contre-illustration de ce qu'il faudrait faire pour suivre la pratique? Dans mon cas, je suis plutôt sur un tag négatif. Ok, je vais proposer une correction pour illustrer à mon équipe. Ça va être intéressant. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais l'appeler quelque chose comme à style product in basket. Donc là, en gros, voilà, je suis assez libre sur ça. Tac, je vais prendre ma petite condition. Je vais la mettre là, quelque chose comme ça. Comme ça, voilà, ça permet d'illustrer quand je montrerai à tout le monde mon idée que c'est une meilleure manière de faire. Ou pas, ça c'est justement, on en discutera tous ensemble. Il y a d'autres personnes qui vont peut-être dire ah mais travailler sur l'objet direct, sur la propriété d'un objet qui est exposé de l'extérieur, c'est pas bon, il faudrait peut-être faire une méthode, etc. Voilà. Donc tout le monde va avoir un point de vue différent. Donc ça c'est le travail voilà, que je peux faire de maintenant en amont de la rétrospective. J'ai un écosystème de plugins IDE donc sur un IntelliJ VS Code Visual Studio qui me permet de faire sensiblement la même chose. Donc le plugin me permet d'une part d'avoir accès à mes bonnes pratiques en live, donc je vais les récupérer directement, ce genre de choses. Je vais avoir, bon ici bien sûr j'en ai pris, il n'y a pas de documentation, mais je vais avoir des exemples de documentation et de description de la pratique, mais je reviendrai dessus après. Et donc là typiquement le réflexe c'est quoi? C'est que là bah, je suis en train de voir ici un bout de code et parfois ça arrive qu'on tombe sur un bout de code qui a pas forcément, enfin qui selon nous respecte pas une bonne pratique ou à l'inverse qui respecte. Et là l'idée c'est d'inviter en fait moi en tant que développeur à contribuer en taguant justement ce bout de code pour dire ça c'est une pratique suivie ou non. Là, dans mon exemple ici, ce que je veux mettre en avant, c'est que j'ai une boucle for avec un await à l'intérieur. Donc ça, en termes de perf, c'est pas génial. Donc moi, ce que je préconiserais, ce serait plutôt d'utiliser le mot-clé promise.all qui permet de paralléliser un ensemble de requêtes justement en parallèle. Voilà, quand c'est possible, quand les requêtes sont justement indépendantes, quoi. Donc ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ici le bout de code, et je vais faire clic droit promise et je vais dire je vais taguer cette sélection comme un exemple, comme un exemple positif, négatif pardon, d'une nouvelle pratique, ok, parce que c'est une pratique qui n'existe pas encore dans mon référentiel, dans mon jeu de test. Je vais l'appeler du coup promise.all, alors ça se passe en haut, hein, c'est un peu petit. Promise.all should be used for parallel calls.
Voilà, comme ça me permet de gagner du temps aussi en termes de performance. Dans mon espace de travail ici actuellement, je suis sur Marketplace Web. Tac, et je vais mettre un mot-clé performance que je vais créer. Voilà. Donc ça, j'ai envoyé en fait ce bout de code à Promise. Et là, comme je suis en train de bosser sous le code, ben, tant qu'à faire, je vais en faire profiter mon équipe. Enfin, je vais en faire profiter mon équipe et aussi la documentation en Le, montrant la correction. le chat te soupçonne d'avoir choisi cet exemple pour pouvoir faire la blague sur promise.all. Ouais, bah c'est marrant que je me suis dit ça. Je dis, ah putain, il y en a qui vont faire le lien. Ouais, En le chat te soupçonne là tout de suite. Ouais, non, en vrai, c'est un exemple simple pour les démos. Du coup, bon, voilà, sur ça, en fait, bon, j'ai repris mon bout de code, hein, j'allais pas me faire du coding là, un peu risqué. En gros, voilà, j'ai remplacé ma boucle for par un promise all, donc ça, c'est une meilleure manière de faire. Ok. Et donc ça, typiquement, bah, j'ai fini mon petit refacto, je vais reprendre ce bout de code, hop, juste celui-là, et je vais dire avec le plugin promise, voilà, ça, tu viens marquer que c'est les corrections de mon tag négatif précédent, quoi. Donc ça c'est important, je fais le lien entre ce qui était avant et après, quoi. Donc ça, ce travail de contribution, en fait, bah, l'idée c'est que chaque développeur peut le faire à sa guise. Souvent, on invite les personnes à faire 2 à 3 fois par semaine, parce que derrière, les ateliers, souvent, ils ont lieu toutes les semaines ou tous les 15 jours, suivant les dynamiques d'équipe. Donc c'est quelque chose de très variable. Donc on peut le faire dans l'IDE, je peux le faire aussi directement. On a des plugins pour la revue de code qui permettent d'une part d'avoir accès à sa checklist de bonnes pratiques pour éviter d'avoir à la réécrire, à la réexpliquer. Donc ça peut être un pointeur aussi vers une bonne pratique dans Promise. Ça peut être aussi de taguer un bout de code directement. Alors ça vient pas remplacer la revue de code, en fait, c'est plus là une action complémentaire de se dire si ça a été bien fait, par exemple, si je vois quelque chose qui me plaît, et j'ai envie que tout le monde le voit, je vais le taguer pareil ce bout de code. Donc là, typiquement, l'utilisation du framework Moment en JS pour moquer les dates, je trouve ça plutôt bien. Je pourrais faire un clic droit et pareil créer une pratique par rapport à ça qui va être envoyée dans Promise, quoi. Donc il y a tout ce process de contribution voilà, qui peut se faire à différents endroits. Et à un moment donné, on va se retrouver en équipe pour lancer la rétrospective. Donc là, ici, on avait prévu le 30 septembre, je vais accélérer le temps. En gros, donc là, quelqu'un partage son écran et vient animer la rétrospective et tout le monde va avoir la parole pour proposer, justifier ses propositions. Donc là, moi, je suis connecté en tant que Bob et donc, en gros, on va me donner la parole, on va me dire, bah voilà, tu peux nous expliquer ce que tu proposes. Et donc là, c'est le code actuel de base. On voit que c'est un tag négatif et on voit qu'il y a une correction associée. Donc en fait, on voit le code avant, après. Donc là, moi, l'idée, c'est que j'explique à mon équipe pourquoi le promise.all, c'est pertinent, etc. Donc là, il va se passer différentes choses. Soit l'équipe est OK, se dit ah oui, effectivement, c'est bien de faire comme ça. Donc ta pratique, elle est nouvelle, on vient la valider, donc elle vient intégrer notre référentiel. Soit elle n'est pas tout à fait d'accord, mais on sent qu'il y a quand même des gens qui sont d'accord, on n'arrive pas à trouver un consensus là, donc on va lancer une battle. Et lancer une battle, c'est se laisser un espace où on va pouvoir mettre des votes et des arguments pour ou contre pour la prochaine rétrospective. Soit on vient la modifier s'il faut préciser davantage, si ça manque, voilà, si c'est pas assez précis, il faut affiner. Soit on vient la supprimer si jamais mon idée n'était pas bonne, pour X raisons que je ne savais pas, bah, en fait, il faut pas faire comme ça. En fait, c'est pas grave. Moi, voilà, j'ai eu cette aisance, cette sécurité pour proposer quelque chose, et dans tous les cas, je vais en tirer quelque chose de positif, quoi. Alors on a une proposition de feature pour le produit, je pense, qui vient d'apparaître dans le chat. Ouais. Dans le cas où il n'y a pas de bonnes pratiques qui ont été proposées, Ouais. ce serait bien qu'il y ait quelque chose qui demande à l'équipe de faire un beer pong, que ce soit une obligation. Voilà, D'accord. l'échange dans le chat nous a amené à cette conclusion. Bah écoute, je peux l'intégrer dans notre outil de feedback. Après, Voilà, est-ce que ça va être priorisé? Je sais pas. alors c'est essentiel. Voilà, que s'il y a rien à faire sur la rétro, go faire un beer pong, quoi. Oui, après on peut proposer des jeux ou des trucs comme ça, ouais, effectivement. Ça peut arriver. Donc voilà, donc là dans mon exemple ici, je l'ai validé. Donc en fait, une fois que c'est validé, ce qu'il faut voir, c'est que derrière ma bonne pratique, ça va vraiment une entité à part entière dans Promise avec sa description ici que j'ai pas pris le temps de mettre, mais tout un ensemble d'exemples et de contre-exemples qui sont issus de notre code, quoi. Donc à chaque fois qu'on vient taguer un bout de code et qu'il est validé en rétro en disant oui, effectivement, c'est un exemple positif ou négatif, ça vient documenter la règle. Et donc ça, c'est aussi intéressant d'avoir des exemples qui sont contextualisés.
Zizouf nous demande, chez Promise, vous faites des rétros tous les combien de temps? Donc c'est rétro, j'imagine. Nous, c'est vendredi 14h. C'est notre rituel. Ok. Donc toutes les semaines. On essaie de faire toutes les semaines. Donc voilà, l'idée c'est de passer en revue donc là ce qui a été proposé via les plugins, via les fichiers. Enfin voilà, c'est vraiment un espace de discussion dédié à de l'amélioration continue des pratiques. On se met d'accord, on affine, on enrichit notre référentiel. Après, ce qui est intéressant, c'est d'entretenir aussi ce référentiel parce qu'en fait, on les accumule et puis des fois, bah, c'est intéressant aussi de revoir certaines pratiques qu'on a pu créer il y a un an, qu'on n'a peut-être pas vu bouger ou il n'y a pas eu d'identification. Donc, ça peut être aussi de se dire, mais est-ce qu'on les connaît? Peut-être que ça a été créé par quelqu'un dans un coin et personne ne l'a vu et donc ça peut être intéressant d'en rediscuter. Donc, l'idée, c'est de terminer la rétrospective par revoir les pratiques qu'on a vues en atelier celles qui reviennent le plus souvent, celles les plus anciennement vues, ce genre de choses. Donc ça, c'est entretenir le référentiel. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir voir les pratiques d'autres équipes, parce que voilà, si on bosse en squad et qu'on fait pas forcément d'échanges techniques, ça permet de voir, ah bah tiens, ils travaillent sur le même domaine que nous, de même technique. Et là ici, en fait, ce que je vois ici sur la droite, c'est les pratiques créées dans d'autres espaces. Donc là, je vais voir par exemple, bah tiens, ça j'aime bien ce scope apply parce que moi je suis pas dev front, mais je sais que dans mon équipe, souvent il y a beaucoup de problèmes qui ont été résolus en appelant scope apply dans AngularJS. Donc là, on a un exemple positif de bonne pratique. Mais comme ça me permet en fait en continu de savoir bah, sur quels sujets sont abordés par quelle équipe. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être des trucs qu'on peut récupérer pour nous? Parce que là, le but, c'est pas seulement de l'avoir, c'est de la dire, ouais, c'est de dire, bah, je la prends dans mon référentiel, dans mon équipe, parce que je trouve que cette pratique est intéressante. Je peux mettre un commentaire en disant, oh, attention, je pense que vous partez pas dans la bonne direction en faisant ça, vous allez vous exposer dans des risques. Voilà. Mais au moins, ça amène de l'interaction et de l'échange, que ce soit dans l'outil ou en vrai, c'est pas grave. En fait, le principal, c'est que au moins, on ait de l'interaction sur ça. Et puis, par la suite, ben, on vient planifier notre prochaine rétro et on rentre comme ça dans ce cycle d'amélioration continue, quoi. Il y a Marc qui nous dit, dans le plugin Ouais. d'IDE, il faudrait afficher les pratiques quand on lance un yarn install comme les tips sur les écrans de chargement dans les jeux vidéo. Voilà, tu en fais ce que tu veux. Ah oui, ok, genre oui. En gros, quand je lance, il y a un install pour patienter, j'ai Ouais, un tips c'est qui ça. s'affiche. D'accord. Ok, après ça Ouais, troll yarn, hein, bien sûr, à ouais, côté. non, mais tous les mécanismes qui poussent de la donnée, ça on y réfléchit. Et donc tout ça aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi d'enrichir notre base de connaissances qu'on va retrouver après directement quand on code. Donc là, ici, si je cherche mon promise.o, à mon avis, je vais le trouver. Voilà, donc avec un exemple ici, donc on essaie d'apporter des exemples de code positifs et négatifs à chaque fois. Et on a quelque chose là qu'on a finalisé, qu'on est en train de finaliser là ce mois-ci, qui est de la suggestion de bonnes pratiques en temps réel. Donc en fait, comment ça marche? En gros, vous êtes en train de coder et par rapport au contexte, donc là où est mon curseur et le code avant-après, on regarde dans notre base de code, dans notre base d'exemples existantes, s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait être pertinent par rapport à ce que vous faites, quoi. Et donc là, typiquement, ici, ce que je vois sur la gauche, j'ai des pratiques qui sont suggérées en négatif, en positif. Donc si c'est positif, ça veut dire tu es sur la bonne voie par rapport à une pratique existante. Et bah, là, du coup, c'est plutôt un warning, quoi. Et le premier, du coup, il est intéressant parce qu'il me dit que, en fait, quand tu fais des calls HTTP, ce serait pas mal d'utiliser plutôt un try-catch. Voilà. Et donc là, en fait, ce qu'il y a ici, c'est que je fais effectivement derrière un call en fait à une API. Et donc, ce que m'invite à faire la pratique, c'est plutôt d'utiliser directement un try-catch, quoi. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes parce que ça permet vraiment de le faire en temps réel. Et derrière, on est vraiment agnostique de tout langage. Donc on se base vraiment sur du texte, sur du texte pur. Et donc, donc là, cet exemple-là, il marche sur mon code JS, il marche ici sur mon code de test. Donc là, ici, je suis passé dans un fichier de test en JavaScript. J'ai mis mon curseur ici et en fait, je vois que pareil, Promise me suggère plutôt d'utiliser, donc ça c'est avec framework Chai ou Mocha, je sais plus, plutôt l'expression to be rejected with, plutôt que mon expect to fail. Voilà, donc ça va me permettre aussi de pas faire bah, de- pas des erreurs, mais des choses qui, selon nos bonnes pratiques, sont pas à suivre. Voilà, donc ce genre d'exemple. Et puis pareil, ça peut aussi fonctionner derrière, voilà, pour du CSS, pour différents types de langages, quoi. Donc ça, c'est des choses qui sont plutôt
plutôt intéressante parce que ça permet d'avoir une boucle complète de je contribue et derrière, en retour, Promise va m'aider au moment où je code en me mettant en avant certaines bonnes pratiques qui pourraient être suivies ou non, quoi. Voilà, donc ça, typiquement, si je reprends aussi, j'avais un exemple de code en CSS ici, ouais, c'est juste pour montrer que j'avais aussi un exemple de pratique là-dessus. Tac. Tu vois, ici, typiquement, CSS, alors bon, pareil, moi je suis pas expert en CSS, mais ici, sur cette ligne-là, il capte que j'utilise un truc qui s'appelle VH pour le CSS, il faut plutôt que j'utilise des pourcentages. Donc voilà, en fait ce qui est intéressant c'est que dans mon spectre avec Fromage je peux définir des règles en équipe qui émergent de l'équipe. Certaines on peut les automatiser avec des linters si c'est le cas, tant mieux, je veux dire si on peut aider à la configuration du linter c'est très bien. Parfois c'est un petit peu plus complexe de configurer linter et parfois il n'y en a pas et parfois il y a des règles qui sont plus complexes à établir. Mais dans tous les cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on essaie aussi d'assister à son niveau, le développeur, la développeuse qui code, via de la suggestion de pratique, et donc aussi ça renforce l'intérêt d'aller identifier dans le code des exemples et contre-exemples, parce que ça vient aussi enrichir le moteur de suggestion derrière, quoi. Donc voilà un petit peu, voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai pris, je suis désolé, je ne sais pas si j'ai été clair, mais voilà, j'espère vous avoir un peu aussi transmis, montré un petit peu l'idée de la plateforme et ce qu'elle essaye d'amener dans les équipes de dev en termes d'interaction, de partage de pratiques. Ok, eh ben je pense que tu peux arrêter ton partage d'écran, comme ça on passe en... Yep. On passe en mode review, tout ça. Merci beaucoup pour le talk, c'était très très cool. Moi j'ai bien aimé. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, d'autres remarques, donc pour notre speaker ou des insultes pour nous, c'est avec grand plaisir toujours. On a mis une petite question de côté tout à l'heure, donc parlons-en. Et alors, copilote ? Donc j'ai vu passer votre vidéo sur LinkedIn, etc. Faut en dire deux mots. C'est quand même l'actualité. Alors sur Copilot, alors c'est un de mes associés, Xavier, qui a réussi, je ne sais pas trop comment, à accéder au programme, à la version bêta. Donc on s'est un peu amusé avec pendant 1 heure. Alors en fait, ce qui est assez marrant, c'est que en fait, au moment où tu es en train de coder, alors il te sort des exemples de code qui sont oui, pertinents par rapport au contexte que tu es en train d'écrire. Par contre, ça fait un peu... en fait, tu as un petit côté Stack Overflow, c'est-à-dire que ça te donne, on va dire, des exemples de code qui sont assez proches de ce que tu fais. Mais est-ce que c'est pertinent dans ton contexte? Ouais, non. Clairement c'est chaud, même lui en fait il peut pas forcément le savoir, mais en fait ce qu'il y a c'est qu'il se fait entraîner je pense sur d'énormes quantités de code, sauf que le côté qualitatif du code peut-être pas forcément été trop regardé, le côté date, ancienneté du code, on est tombé sur des exemples de code, je crois que c'était l'utilisation du framework Mongoose, c'était les premières versions de Mongoose, quoi, donc c'était pas forcément pertinent. Après, ça marche bien, c'est réactif. Mais on s'est même amusé sur la Javadoc. On a voulu mettre un auteur sous la Javadoc. Et je sais plus, on a tapé Xavier et il nous a proposé trois Xavier, dont un, c'était un gars qu'on connaissait, quoi. Je me dis, putain, mais comment ça se fait et tout. Donc il y a tout qu'on n'a pas trop compris. C'était un peu flou. Donc après, voilà, je ne veux pas te dire que ça nous fait. J'ai lu d'ailleurs un retour d'expérience d'une autre personne là-dessus. Là, il y avait quelqu'un qui a publié un article de blog là-dessus. Bon, voilà, ça donne des pistes, mais je pense que si tu codes qu'avec ça en continu, tu pètes un peu un plomb dans le sens où tu as quelqu'un qui te montre du code qui n'est pas forcément pertinent pour toi. J'ai dû tomber sur l'article, sûrement parce que tu l'as partagé, ouais. Sur le petit bout de code où il dit qu'il a mis 1/4 d'heure pour le faire à la main et 2 heures pour le faire. Ouais, celui-là, bon, après, c'est. Donc, ouais, je pense après, peut-être que. Après, je sais pas quelle est la préconisation aussi côté GitHub, quoi. Est-ce que c'est un truc dont tu te sers quand tu galères un peu ou tu utilises un framework que tu maîtrises pas et tu veux des exemples? Parce qu'en fin de compte, typiquement, voilà, je veux utiliser. Ouais, alors, je prends Spring et c'est intéressant que tu le testes sur Spring ou sur une partie spécifique ou des annotations, quoi que ce soit. Tu connais pas trop. C'est quoi les exemples qu'ils te donnent? Est-ce que ça t'aide? Ça te donne des pistes? Mais en continu, je pense que c'est un peu galère, quoi. Franchement, si quelqu'un est chaud pour prendre le temps de tester comment il nous propose de configurer une autant haute. Ah oui. Tu vois, sur un truc de l'enfer comme ça, que tout le monde fait différemment, qui te prend des jours à chaque fois.
comment ils gèrent une attente haute sur tes services. Tu vois, ça peut être marrant. Sur un truc très technique comme ça, avec vraiment une valeur très discutable, ça peut être rigolo à tester. Ouais, en tout cas, à tester, c'est marrant. Enfin, si tu arrives à avoir si quelqu'un ici dans la communauté s'est inscrit, a reçu un accès bêta, franchement, ça vaut le coup, même pour un de vos meet-up, de faire un live coding, parce que nous, on s'est amusé, on a testé du Markdown, on a tout testé. Enfin, on a trippé, quoi. Enfin, franchement, c'est une expérience quand même assez chouette à tester, je veux dire. Bon, moi j'ai lu quand même au début sur LinkedIn que c'était la fin du métier de développeur. Bon, c'est cyclique, hein, ce message, c'est tous les 5 ans. Tous les 5 à 10 ans. Je suis pas inquiet. Non, parce que derrière, il peut pas savoir qu'est-ce que tu cherches, ton intention, en fait, il a pas. Je pense qu'il peut te donner des billes, oui, effectivement, sur ce que tu dis, sur des questions. C'est pour ça que je parlais Stack Overflow, parce qu'en fait, il te donne un peu des trucs populaires qui reviennent souvent, donc c'est un peu les exemples de code. Mais même encore, sur Stack Overflow, tu regardes un petit peu, pas le premier exemple qui vient, tu regardes quand même les discussions à l'intérieur, voir est-ce que. Enfin, voilà, tu étudies un peu le truc. Donc, en fait, je sais pas comment ça a été entraîné. Est-ce que c'est juste le code? Est-ce qu'il y a d'autres critères comme oui, le côté qualitatif? Mais ça, c'est toujours un peu compliqué. On n'est pas tous d'accord sur c'est quoi du code de Oui, c'est ça. qualité. Donc, Mais toi, typiquement, Mongoose, on a fait Find One ou je sais plus quoi. Oui, il te sort un bel exemple. Mongoose Connect, il nous sort un exemple de code qui fait une connexion à une base Mongoose et avec carrément derrière une requête pour faire un find ou un truc comme ça. Donc, il te montre des exemples. Donc, en fait, il peut te donner des pistes. Mais bon, toi, je sais pas, j'ai pas encore assez creusé le sujet pour voir dans quel cas d'usage ça a de la valeur, c'est pertinent, et dans quel ça n'a pas, quoi. Et si vous en avez, en tout cas, moi, ça m'intéresse aussi parce que je suis très curieux de ces sujets-là. ok. Il y avait une question de Clément Kerner tout à l'heure qui dit le plugin, il faut le configurer à la mano pour le moment. Merci Cédric pour l'aide. Alors, est-ce que c'est une question que tu poses à Cédric? Est-ce que Oui, vous non, connaissez et que tu l'as aidé? on se connaît, Ok. je l'ai aidé récemment. Ok. Ok, donc voilà, c'est une info. Une info. Ok. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Ou est-ce qu'on fait la pub, tout ça? Il me semble qu'on est bon, hein. T'as autre chose à nous dire, toi? Si jamais ça vous intéresse de tester l'outil, c'est mon dernier instant promo. Vas-y, Il vas-y. y a une version de l'SC 30 jours, hein, donc voilà, si vous voulez vous amuser avec, pour en discuter après, moi je suis dispo. Mais sinon, moi en tout cas, moi j'avais terminé en tout cas sur cette problématique-là, enfin sur la thématique que je voulais aborder avec vous ce soir. Donc voilà, je suis encore bien sûr dispo pour en discuter avec vous si vous avez des choses à partager. Eh ben, nickel. Eh ben, du coup, je vous demandais, alors il y a des gens qui sont partis, mais un petit return on time invested dans le chat, s'il vous plaît. Une note de 0 à 5. 0, vous avez vraiment perdu votre temps, fermez cet onglet Twitch et allez manger. Et 5, c'était trop cool, vous avez appris plein de choses, vous avez adoré. N'hésitez pas à mettre la note vraiment que vous ressentez, parce que nous, ça nous aide pour savoir comment organiser les soirées. Et si vous avez une note assez basse, que vous pouvez expliquer pourquoi, pour nous, c'est intéressant pour la suite. N'hésitez pas à écrire plein de trucs, comme ça, Nolwenn, il a plein de travail pour faire le CR. Et il aime bien. 3, 4, 4. Je veux bien l'explication, Pinage, pour le 3, si tu veux bien. Gauthier 3, je veux bien l'explication. Et voilà, ils écrivent plein de trucs, ils me fatiguent. Il paraît qu'on a la communauté. Ils écrivent plein de trucs. On a la communauté qu'on mérite, mais je pensais pas mériter ça. Voilà, plein de trucs. Parfait. Si vous pouvez expliquer, c'est cool. Donc pendant qu'on a ça, je vais faire la pub et ça va aller très vite puisqu'il ne reste qu'un événement sur cette saison. Parce qu'après, on est en pause et on ne sait pas si on reprendra en présentiel ou en remote parce qu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Si on peut faire du présentiel, on essaiera d'en faire. Sinon, on restera en remote. Et on gardera probablement un peu de remote parce qu'on a eu des demandes pour aller en ce sens-là. Il nous reste... LOL, le présentiel, nous dit Gauthier. Ouais, c'est probable que ce soit ça qui se passe. Mais bon, espérons. Il nous reste un événement, du coup, pour continuer sur un événement par semaine, sur notre rythme normal, qui est DDD Clinique du 27 juillet. Donc,
Événement pas ultra accessible, hein. Je préfère prévenir, venez, ça va être trop cool. Mais à mon avis, on en profite vachement mieux si on a des notions de DDD, etc. Puisque l'idée, c'est que qui veut nous présente ses problématiques, un problème de design particulier, quelque chose, et on essaye ensemble de trouver des solutions. Mais on risque très rapidement de commencer à utiliser les terminologies, des références à des bouquins. Habituellement, ça name drop pas mal, donc ça peut être... c'est pas super friendly quand on n'a pas l'habitude de ça. Voilà, mais venez, ça va être une session trop cool. Après, on est en pause. On sait qui les Software Crafters Lyon, on a un groupe de 7 membres actifs, si je dis pas de bêtises. On se partage 4 rôles chaque mois. Qui fait l'accueil, qui fait la planif, donc qui choisit les dates dans le calendrier, qui trouve les sujets et qui vérifie que les 3 autres ont fait leur travail. Donc globalement ça va. Et comme on est 7 et qu'il n'y a que 4 rôles, on n'a pas tout le temps du boulot. Gauthier dit souvent que c'est un problème parce que du coup on sait plus qu'on a un truc à faire, donc on fait rien dans le doute. Mais voilà. Mais quand même, si vous voulez venir nous rejoindre pour organiser, c'est pas énormément de boulot et ça permet d'animer une communauté, c'est assez sympa. C'est avec grand plaisir. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Écoute Cédric, est-ce que tu as un mot de la fin? J'aurai un mot de la fin après, j'ai oublié. Non, bah écoute, moi je voulais encore vous remercier pour l'invitation. Ça m'a fait très plaisir d'être avec vous et longue vie à ce meet-up. Eh ben, aucun problème. DDD Clinique, c'est quand? J'ai dit 27 juillet, DDD Clinique. Et ce sera sur notre Discord. Et s'il me reste le vrai mot de la fin, le vrai truc important, puisque bon, ça y est, on a fait la première soirée. Maintenant, on passe à l'apéro. Donc, depuis quelques temps, on reproduit ce qu'on faisait en vrai, qui est après le meet-up, on va chercher un petit truc à manger, un petit truc à boire. On reste, nous, sur le Discord, plus ou moins longtemps. Si vous voulez passer, ce sera avec grand plaisir. Moi, je vais y être un peu, même si j'ai un petit truc à gérer ce soir, qui m'est tombé pendant, là, j'espère que ça s'est pas trop vu, que je faisais autre chose en même temps. Mais voilà, nous, on va être sur le Discord, si vous voulez passer. Vous pouvez manger pendant. Personnellement, c'est ce que je vais faire. Mais voilà, c'est avec grand plaisir. J'imagine que Nolwenn va rester dans le coin, qu'il y aura Gnuk. Je sais pas, Cédric, si toi tu restes un peu? Si t'as faim. J'ai une petite contrainte, ouais. Eh ben écoute, tu fais comme tu veux, mais voilà. Ouais, là, je suis désolé, mais ça aurait été avec plaisir, ouais. Eh ben sans souci. On se retrouve dans le chat blabla dans 2 minutes. Voilà. Et puis bonne soirée, bonne semaine. Soirée. Amusez-vous À toutes et bien, tous. codez bien et à la prochaine. À plus. À bientôt.